l'avortement, comme elle l'a dit gentiment. Voilà. Bien, bonsoir Catherine, bonsoir Nathalie. Heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous toujours passionnant et qui s'annonce tout aussi passionnant ce soir avec une personne qui n'est pas du tout connue, Clarence Thomas. Thomas. Alors, on l'appelle Justice Thomas, c'est-à-dire que c'est un personnage aux États-Unis qui vit toujours, qui est extrêmement connu parce qu'il est l'un des 9 juges à la Cour suprême des États-Unis. C'est-à-dire que ces 9 juges ont une importance capitale pour la justice des États-Unis. C'est un genre, la Cour suprême, comme si on voyait une super cour de cassation au-dessus de tous les États américains. Et quand on n'est pas d'accord avec ce que votre État, la Cour de justice de votre État, l'Arkansas, le Wyoming, etc., a jugé, alors on fait appel à cette Cour fédérale. Et ces 9 juges sont extrêmement importants. Juste avant que Trump parte, avant les élections américaines, vous avez dû entendre parler aux actualités qu'il avait choisi une jeune femme juge et que les gens n'étaient pas contents qu'il fasse cette nomination juste avant de partir. On en parlait aux actualités françaises. Et il avait choisi une personne conservatrice, Amy Barrett, si ça vous parle. Bon, ben, c'était pour cette Cour suprême-là, parce que les juges, ils sont nommés à vie. Donc, ils sont très importants. Et leurs décisions, ça va donner un courant à la vie politique américaine, à la vie judiciaire, à la vie politique, enfin à toute la vie. Ça va être sur l'avortement, sur la peine de mort, etc. Donc, toute la vie américaine dépend d'eux. Ils sont 9 et ils sont nommés pour toute leur vie. Donc, je vais vous parler de cet homme-là qui siège, qui est en ce moment un des 9 juges. Et ensuite, vous pourrez taper sur Internet pour en savoir plus, Clarence Thomas, et vous allez voir on en parle sans arrêt là-bas. Et pourquoi? Parce qu'il est extrêmement curieux et intéressant. Alors, je vais d'abord vous raconter sa vie avec son thème astral. Comme ça, on voit les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent et en correspondance avec son thème. Donc, le voici, Clarence Thomas, en vêtements de juge, dans son uniforme de juge. Et il est noir. C'est un homme noir qui est né le 23 juin 1948 à 21h à Pinpoint, en Géorgie. Alors, Pinpoint, en Géorgie, je vous montre tout de suite où c'est. C'est ici. Enfin, non, c'est en Géorgie, forcément, c'est en Géorgie, ici, tout au bord de la mer, si on veut. Et ça fait partie de cette bande, ici, comme ça. Ce sont des Africains qui ont gardé leur langue africaine et qui ne se sont pas du tout intégrés au reste des États-Unis. Ils ont du mal à apprendre l'anglais, ils sont extrêmement pauvres, ils n'ont rien du tout et ils dépendent du ramassage des crabes et des écrevisses dans leur coin. Mais c'est un endroit extrêmement pauvre et ils ne parlent même pas anglais, tellement ils sont, on pourrait arriérer, c'est désagréable de dire ça, mais ils ne se sont pas intégrés du tout. Donc voilà, l'homme d'où il vient. Donc on voit tout de suite, ce qui nous attire, c'est qu'il est soleil cancer et qu'il a 3 planètes en cancer et la lune à l'ascendant Capricorne. Il parle sans arrêt dans ses conférences, dans ses interviews, il est très, très médiatisé. Il parle justement de cette enfance en Géorgie que je viens de vous montrer. On y parlait le goula, on appelle ça goula ou gitchi. Vous voyez, goula ou gitchi, et ce sont des langues africaines. Donc lui, quand il était petit, il parlait ces langues-là, et tout le temps, dans ses interviews, il rappelle son enfance, comme ils étaient pauvres, et ce qui lui est arrivé. Alors, ce cancer et la lune prédominante comme ça, on a toujours envie de reparler de son enfance. Il y a toujours un peu le goût du paradis perdu. Il y a 3 enfants dans son foyer, déjà très pauvre, et le père part quand il a 3 ans. Et donc, sa mère, qui habitait à la campagne, à Pinpoint, la ville que je vous ai montrée, le village que je vous ai montré, elle va en ville à ce moment-là. Et en ville, la pauvreté en ville, c'est encore pire. Parce que les enfants, au lieu de jouer, là, ils faisaient des ricochets dans l'eau, eh bien, ils traînent la savate dans les rues, dans des rues sinistres. C'est une horreur, leurs conditions de vie. Il y a les égouts se déversent dans le champ du voisin, ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau courante, ils ont à peine à manger. Sa mère, bien sûr, alors elle travaille dans une usine où on prépare le crabe.
Ils n'ont que ça hein, dans ce coin-là. Avant, il y avait des plantations de coton. Et maintenant, eh ben, on attrape des crabes, on en fait des boîtes de conserve ou on les prépare pour les restaurants. Donc, sa mère travaille à l'usine. Elle gagne 10 $ la semaine. Ou alors, elle est bonne chez des gens. Tous les Noirs ont des... D'abord, c'est un État très ségrégationniste et ils ont des emplois très petits et très humbles. Donc, elles sont maids, c'est-à-dire bonnes. Elles sont bonnes chez les riches blancs, tous. Donc, la mère les dépose, son frère et lui, chez le grand-père, parce qu'elle ne peut plus subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus leur donner à manger. Et là, chez le grand-père, chez son grand-père, il découvre avec ses planètes le cancer en maison 6, il découvre la sécurité quotidienne, à manger sur la table, un toit sur sa tête, il y avait l'eau courante, parce que le grand-père, il a un camion de livraison, et son métier, c'est de livrer du carburant et du bois de chauffage. Donc, il a, par rapport à disons, sa fille, ou sa belle-fille, à vrai dire, j'en sais rien, parce qu'il n'en parle jamais. Par contre, il parle tout le temps de ce grand-père qui leur a donné un foyer. Et donc, dans la vie quotidienne, c'est un père nourricier qu'il a trouvé là. Hein, et il a toujours la nostalgie de la nourriture qu'il y avait sur la table et des vêtements qu'on lui a donnés. La sécurité est assurée grâce à ce grand-père. Ce grand-père est très, très, très sévère. Il ne veut pas que ces deux garçons deviennent des délinquants. Donc, il les occupe sans arrêt. La seule liberté qu'il a, c'est d'aller à la bibliothèque gratuite pour les Noirs, bibliothèque séparée noir et blanc. Évidemment, il va à la bibliothèque parce qu'il a du jus d'orange et un cookie, hein, un verre de jus d'orange et un cookie. Et ça, c'était merveilleux, donc il allait à la bibliothèque. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a des livres. Voilà. Alors, sa lune, qui maîtrise ses planètes en cancer, est ici à l'ascendant. Ça lui donne une mémoire extraordinaire. Il a beaucoup de mémoire, donc il raconte ses souvenirs d'enfance. Et puis, pour faire du droit, c'est très utile. Il a la larme facile avec tout ce cancer. Il pleure quand il raconte ses histoires d'émotions. Et puis, il aime par exemple beaucoup prendre des bains, etc. Mais sa lune en cancer qui maîtrise tout ça, tout cet amas en cancer, cette lune en Verseau, elle lui a donné beaucoup d'indépendance. Et Uranus, d'ailleurs, on voit cette indépendance d'esprit, hein, est conjointe à Uranus. Le Uranus est conjoint au Soleil et à la part de fortune en Gémeaux. C'est une personne absolument hors du commun. La Lune est hors limite, je vous ai dit c'est important puisqu'elle maîtrise ces 3 planètes en cancer, et le Soleil est à 23-26, donc il est limite hors limite, si on veut. Hein. Donc ça fait une personnalité sensationnelle. Si on parle de la Lune et du cancer, on va voir ce qui se passe en maison 4. En maison 4, il a la pointe du nœud nord, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire, et Vénus, qui maîtrise cette maison 4, est aussi en cancer. Hein, et elle va redevenir directe puisqu'elle est rétrograde quand il aura lui-même un garçon, un enfant. Donc, c'est toujours les souvenirs de mon enfance. Vous voyez, en fait, je tourne un peu en boucle là. Toujours les souvenirs de mon enfance. Son grand-père croit en lui, il se saigne, le grand-père, parce que vous pensez bien que c'est quand même pas la richesse, il se saigne pour l'envoyer dans l'école catholique, l'école paroissiale tenue par des religieuses blanches irlandaises qui lui apprennent qu'il est un enfant de Dieu. Ça va lui rester, que tous les hommes sont égaux et que comme ses camarades, il est un enfant de Dieu. Alors, l'héritage, ses racines et cet héritage vont jouer évidemment avec Vénus conjointe à Mercure et au Soleil sur son héritage intellectuel. Il croit, puisqu'il va chez les sœurs irlandaises, il se croit une vocation de prêtre. Donc, son grand-père, quand il a 13-14 ans, il pense qu'il voudrait être prêtre. Donc, à ce moment-là, Mercure redevient direct. Et son grand-père se saigne encore un peu pour l'envoyer au petit séminaire Saint-Jean-Marie Vianney. Ils sont catholiques et il est le seul enfant noir au séminaire avec des enfants blancs. Et puis, ensuite, il va au grand séminaire puisqu'il croit toujours qu'il veut devenir prêtre. Et quand il avait commencé le séminaire, parce que pour son grand-père, ça représente un gros sacrifice, et son grand-père, il faut le dire, est analphabète. Et tous les voisins, ils sont tellement pauvres et ils ne parlent pas anglais. Et en plus, ils ne lisent pas. Ils ne savent ni lire ni écrire, ces gens. Donc, on lui a dit, ta chance, c'est l'éducation, ne la laisse pas passer. Et le grand-père lui a dit, je veux être fier de toi et
tu dois être fier de la race. Tu y vas pour moi et pour la race, c'est-à-dire la race noire. Ne nous déçois pas. Donc, il va au grand séminaire, et à ce moment-là, Martin Luther King est assassiné, et il entend un copain du séminaire, un pensionnaire comme lui, mais un blanc, dire ce connard, pourvu qu'il y reste. Il entend ça, enfin, c'est pire que ce que je vous dis en anglais, et il dit c'est ça la religion, c'est ça les blancs, c'est ce qu'ils pensent de nous, ça lui fait un choc. Il dit c'est le dernier clou sur le cercueil de ma vocation, et là il abandonne le séminaire et la prêtrise. Et à ce moment-là, son grand-père le fiche dehors. Tu avais promis de réussir, tu pars, enfin, le rêve du grand-père s'écroule et il le met dehors. Heureusement, lui est accepté parce qu'il était très très fort à l'école, malgré les grandes difficultés, puisqu'il est dans un foyer parfaitement analphabète, mais très travailleur. Son grand-père croit en l'huile de coude. Tant mon gars, que tu as du courage et que tu veux travailler, tu t'en sortiras. Donc, il est accepté dans une université catholique, Holy Cross. Et puis ensuite, là, après l'assassinat de Martin Luther King, il y a l'assassinat de Bobby Kennedy, et il y a beaucoup d'émeutes raciales. Et là, il devient radical de gauche et violent dans des mouvements de défense des Noirs. Et à ce moment-là, je vous dis, Pluton, maître de son milieu du ciel, est conjoint au maître de son ascendant. Donc, si on veut, ce qu'il est, c'est-à-dire un homme noir du Sud, son destin va en dépendre, toujours. Donc, je vais vous le répéter tout le long de l'exposé, son destin est lié à ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est un homme noir. Conjonction Pluton-Saturne. Alors, on ne voit en lui, il le dit toujours dans les interviews, on ne voit en lui qu'un homme noir. Ah oui, vous êtes noir. Et il dit non, d'accord, je suis noir, mais c'est un petit peu de moi. Je suis un homme, je suis un juriste, je suis un citoyen américain, je ne suis pas que noir. D'autant plus que Neptune, qui est presque en 9, presque sur sa cuspide de 9, est carré à son maître Vénus. La maison 9, on peut dire que c'est la religion. Et Neptune, dans la maison 9, c'est magnifique. Bon, c'est aussi le droit, évidemment. Donc, Neptune carré au maître de sa maison, qui est rétrograde. Et cette lune en Verseau, puisque Vénus est en Cancer, le maître, la lune, est Verseau. Donc, il va échapper à ce défi d'observer à la fois sa religion, d'être fidèle à son idéal et à sa religion, puisque le maître de Vénus est en Cancer. Et ça va être, vous allez voir, un homme parfaitement libre et qui va, autant il est attaché, c'est ça qui est très curieux, autant il est attaché à ses racines, autant il est complètement libre. Alors, et Vénus est quinconce à sa lune en plus. Lorsqu'il Vénus redevient direct, il va se marier et avoir un fils. Il épouse une jeune fille noire qu'il a connue à l'université. Il est admis à l'université grâce à l'affirmative action, c'est-à-dire la discrimination positive. Il va être admis à Yale. Alors là, vous ne vous rendez pas compte, le parcours entre la Géorgie du Sud, il est à peine mieux qu'un esclave. Quand on les a libérés, ce n'était même pas un cadeau parce que du coup, ils se sont retrouvés avec rien. Eh bien, ils s'en sont à peine sortis. Il dit que comme je vous ai dit, tout son environnement avait des travaux très pénibles. Soit les femmes étaient bonnes, ou elles décortiquaient les crabes. Les hommes, ils étaient balayeurs. Ils ont des emplois extrêmement subalternes et ils travaillent énormément pour des salaires de misère. Eh bien, donc, que lui, très intelligent, avec une grosse mémoire, son grand-père a cru en lui, il a fait faire des études, il a été très brillant, et grâce à des postes, des places qui sont gardées pour les Noirs méritants, il est admis à Yale. Or, il avait refusé, il était aussi admis à Harvard, mais il avait refusé, ça ne lui paraissait pas sympathique. Il préfère Yale. Bon, donc il va à Yale, mais depuis qu'il est jeune, il pratique, il ne parle plus le goula, ni le gitchi. Depuis qu'il est allé à l'école, il a appris l'anglais. Il paraît que c'est assez difficile quand on n'est pas anglophone, quand on parle ces langues goula et gitchi. Et du coup, sa langue, ce avec quoi il communique, Mars, est en maison 8. Il a renoncé à parler sa langue maternelle
et Mars est sur le degré critique des signes fixes. Donc, il va avoir un parler extrêmement précis, et extrêmement détaillé, très méticuleux. Il est très, très à cheval sur le vocabulaire et également d'ailleurs sur l'hygiène. Alors, ce Mars est en carré, c'est l'histoire de sa vie, c'est sa difficulté d'homme noir qui n'est pas qu'un noir. Ne voyez pas en moi qu'un noir. Et donc, Aiel, il est noir, il y a très peu de noirs, ils sont tous blancs, et il faut voir quel blanc. Parce que les blancs, surtout à l'époque, mais encore maintenant, mais surtout encore à l'époque, qui sont Yale ou Harvard, ces grandes écoles-là, elles coûtent les yeux de la tête et elles sont extrêmement sélectives. Alors, soit on est un enfant d'une famille prestigieuse qui a payé pour construire une aile de plus ou un dortoir ou une bibliothèque, le genre la famille Bush des présidents, ou bien on a beaucoup d'argent pour payer ces universités prestigieuses. Ou bien on est boursier et donc on est extrêmement intelligent. Ou bien on est noir et on a eu sa place parce qu'il y a quelques places retenues par les Noirs, pour les Noirs. Mais qui est-ce qui donne la place aux Noirs? C'est des Blancs. Et du coup, ils ne s'imaginaient pas ça. En arrivant à Yale, ils pensaient qu'on allait dire « Ah, bravo, mon pote, tu es très fort, tu es très intelligent, du coup, tu es à Yale. » On ne lui a pas dit ça. On lui a dit « Tu es là, mon coco, parce que tu es noir. » Mais c'est vrai quelque part. Mais s'il était noir et idiot, il ne serait quand même pas là. Donc, il a du mal à s'intégrer. Voilà ce carré Mars-Jupiter. Jupiter est très beau en Sagittaire, très beau en maison 11 dans l'intégration avec les copains, etc., avec ses pairs, mais il est rétrograde. Et donc, il y aura toujours une petite difficulté, j'en reparlerai tout à l'heure. Pluton, maître de son destin destiné, ici, il est conjoint à Saturne, les limites. Et aussi Pluton, Saturne et Pluton sont conjoints au lunaire. Donc, son travail, sa vie, ce sera on va voir qu'il va parler des racines de l'Amérique, mais il faut toujours tenir compte de cet écueil, de cette difficulté et des limites. Les limites, c'est le fait qu'on ne voit en lui qu'un noir. Du coup, lorsqu'il est sorti très bien placé de Yale, parce que c'est un élève extrêmement intelligent, méritant, je vous ai dit qu'avec sa lune, il a beaucoup de mémoire et il est très travailleur. Quand il sort de Yale, donc il est au Parti démocrate, parce qu'en fait, il était un radical, comme je vous ai dit, même violent. Quand il sort de Yale, il ne trouve pas de travail. Son idée, c'est toujours de repartir dans le sud, un peu triomphant. Je suis allée dans les grandes universités prestigieuses de l'Est, du Nord-Est, et maintenant, mon diplôme en poche, je vais avoir un travail en Géorgie et un peu briller dans mon milieu et retrouver surtout mon grand-père et le sud qu'il aime énormément et mes racines. Eh bien, il n'y a rien à faire. On ne veut pas dans le sud d'un col blanc noir. On ne peut pas l'embaucher dans une étude de notaire, dans une étude d'avocat. Là-bas, les Noirs ont des boulots subalternes. Personne ne veut de lui dans le sud. Et donc, il dit, mais mon diplôme, il ne vaut rien. C'est un diplôme au rabais qu'on m'a donné à cause de la discrimination positive. Et il colle sur le diplôme, sur le tableau, le cadre de son diplôme qu'il avait encadré, une petite étiquette de 15 cents, 15 centimes. Voilà ce que vaut mon diplôme, il ne vaut rien du tout. Et depuis, il l'a descendu à la cave, il ne l'a plus jamais regardé. Donc, il trouve, alors on voit ça, il a Chiron conjoint au milieu du ciel. Ce n'est pas facile de s'affirmer au dehors. Il va devoir surmonter et guérir de ce mauvais début. Seulement, un blanc, Danforth, va l'embaucher dans le Missouri. Alors, le Missouri, c'est ici. Il va avoir un travail dans le Missouri. Ici, très, très mal payé, mais il avait quand même des dettes et il fallait qu'il travaille. Alors, le voici enfant, j'ai oublié de vous montrer, le voici enfant avec son frère. Vous voyez, ils sont bien habillés, le grand-père n'a pas beaucoup d'argent, mais il veille beaucoup sur ses petits-fils. Donc, il est dans le Missouri, il ne gagne rien du tout, et son patron, malheureusement, est républicain. Il dit, bah, tant pis, j'ai mis un mouchoir dessus parce qu'il fallait que je travaille et que dans le sud, chez moi, on ne voulait pas de moi. Quand son patron devient sénateur à Washington, Washington c'est ici, il le suit et il devient peu à peu républicain.
parce qu'il avait un excellent patron, un gars qui était très bon, enfin un juriste, hein, il travaille comme juriste, et donc il devient lui aussi républicain. Alors, ça, c'est son soleil conjoint à Uranus. Toutes les fois qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir faire preuve d'innovation et d'adaptabilité et de nouveauté, il est là, on le trouve, hein. Soleil-Uranus. Et puis, la Lune en Verseau et cette conjonction Soleil-Uranus, c'est comme s'il était Verseau, c'est-à-dire qu'il voit dans chaque personne un être humain. Et quand il descend les marches de la Cour suprême, il rencontre une balayeuse, c'est une femme, ce n'est pas une balayeuse. Évidemment, elle est noire à Washington. Eh bien, ce n'est pas une femme noire. Il voit une femme, il voit une citoyenne américaine. Toujours. Alors, donc, comme il est devenu républicain, sous Reagan, il est embauché au département de l'éducation. C'est un poste assez important. Enfin, il gravit peu à peu les marches de l'administration républicaine sous Reagan. Alors, voilà donc l'enfance, je reviendrai là-dessus. Ensuite, George H. Bush, c'est-à-dire le père Bush, lui propose, il y a qu'une année qu'il est au barreau, qu'il est juge à Washington, on lui propose une nomination à la Cour suprême. Donc, George Bush l'invite vers 11 heures à discuter. Est-ce que vous seriez prêt à endosser cette grosse responsabilité? Alors, il dit, oh ben oui, 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 bien entendu. Et on sait que alors les présidents les proposent et les sénateurs vont leur faire passer pendant une semaine des tests. Ils vont les mettre sur un banc, comme un banc des accusés, et aller à travers tout ce qu'ils ont fait, revoir tout ce qu'ils ont fait jusque-là pour voir s'ils sont aptes. Et donc, c'est vraiment très dur parce qu'on est comme un accusé devant les sénateurs, dont Joe Biden, à l'époque c'était Joe Biden, et ils vont vous poser des questions pour être sûr que vous pouvez être nommé à la Cour suprême. Il dit, oui, oui, je suis prêt à ça. Il a 43 ans à ce moment-là, et à ce moment-là, le soleil dirigé arrive sur Vesta. Donc, Vesta, c'est vraiment faire un vœu, c'est vraiment la vocation et vraiment s'investir. C'est le service suprême. À ce moment-là aussi, Pluton arrive sur son Chiron natal exactement en maison 10. Et pourquoi on a un si vilain aspect, Pluton qui rejoint Chiron? Parce qu'en septembre, les sénateurs ont approuvé sa nomination, donc c'est formidable, il va être juge à la Cour suprême, et là-dessus, patatras, Pluton sur Chiron, c'est pas drôle, arrive une jeune femme noire qui dit « Attendez, désolé, je porte plainte contre lui parce que lorsque je travaillais sous ses ordres, j'ai été victime de harcèlement sexuel. » Elle s'appelle Anita Biden. Quand il était jeune, il était sénateur. Donc, c'est lui qui a fait les auditions de Clarence Thomas. Et donc, au lieu d'être à la Cour suprême tout de suite, il va subir un procès avec tous les sénateurs, dont Joe Biden, donc un panel d'une dizaine de sénateurs. Il y a Clarence Thomas d'un côté, et en face de lui, l'accusatrice, Anita Hill. Et les sénateurs vont être absolument odieux avec elle, parce qu'évidemment, ce ne sont que des sénateurs blancs d'un certain âge, et la petite gamine, la petite négresse, on ne peut pas dire autrement, c'est comme ça qu'ils la voient, qui vient accuser Clarence Thomas. Ça a été extrêmement suivi en Amérique parce que c'était très, très juteux, comme l'histoire avec Monica Lewinsky, par exemple. Ça faisait du sexe, de l'argent, du pouvoir. Ça attirait, tout le monde a suivi ça de très près. Donc, je me suis dit, on va aller voir ce qui se passe. Est-ce que nous, avec l'astrologie, on peut voir ce qui s'est passé? Alors, je vais vous dire après comment ça se termine. Anita, donc la voilà, Anita Hill au moment du procès et lui aussi au moment du procès. Il est soutenu, soutenu par, il s'est marié avec une femme blanche, lui, qui est là. Donc il y a sa femme blanche, Virginia Lamp, qui le soutient, et il y a son premier patron blanc qui le soutient aussi, qui le croit. Mais les autres, ils ne savent pas qui a raison. Est-ce que c'est lui ou elle? Les histoires de harcèlement sexuel, c'est toujours comme ça. Alors, on va les comparer pour voir ce qu'il y avait entre deux.
qui a raison ou qui a tort. Alors, je vous ai fait une petite liste, mais vous pouvez aussi donner votre avis. Elle, on n'a pas son heure de naissance. Alors, du coup, je l'ai mise ascendant Capricorne, c'est plus facile pour la comparaison. Le Mercure d'Anita Hill, il est conjoint au Saturne de Clarence. Il l'a fait taire, c'est ça que ça veut dire. Hein. La lune noire d'Anita, lune noire Chiron, ici, sont conjoints à la lune de Clarence. C'est bien une affaire de femme, parce qu'en plus, sa lune noire et Chiron sont carrés à l'axe des nœuds lunaires du juge. Elle est vraiment venue mettre le bazar dans son destin. Vous voyez que sa lune à elle est conjointe au nœud nord du juge, comme si elle était sa femme, si on veut. C'est une femme qui marque sa destinée. Et elle a failli anéantir sa nomination. Leurs deux lunes, quand on regarde, sont en carré, donc au premier regard, ils se sont détestés. Elle a été sa collaboratrice. Et après coup, il dit d'elle, à ce moment-là, elle était arrogante, incompétente et parfaitement immature. Voilà ce qu'il en pensait. Merci pour elle. Mais comme il est très généreux, quand elle a postulé à droite à gauche, il a écrit des recommandations. Mais c'était peut-être pour s'en débarrasser. Alors, la Vénus d'Anita, puisqu'on est dans une affaire de harcèlement sexuel, arrive pile sur Uranus du juge. On a presque envie de dire, est-ce qu'il l'a culbuté, oui ou non? On se le demande. Mais en tout cas, il n'a pas dû la laisser indifférente. Le Mars d'Anita, qui est ici, fait un carré exact au Jupiter du juge. 22. Jupiter du juge ici. Hein, Jupiter, maître de sa maison 11 et maître de tous ses espoirs quand même. Eh bien, on peut dire que c'est le combat de la stagiaire. Hein. C'est le combat de sa vie. Elle s'attaque à son Jupiter en maison 11. Mais le combat n'est pas assez étayé de preuves. Parce qu'Anita, elle a son Mars en Poisson, donc ses accusations sont floues, invérifiables, alors que le Mars du juge, il est exactement en face, enfin pas exactement, mais il est en face en Vierge, et lui, il a des arguments beaucoup plus précis. Donc, le doute subsiste et finalement bénéficie au juge. Donc, on va dire qu'il y a un non-lieu. Et finalement, il est quand même nommé à la Cour suprême. Alors, on lui dit, ah ben c'est formidable. Et puis alors, je n'ai pas fini, parce que son stellium à elle en Lion, il est dans la maison 7 du juge. C'est son ennemi personnel, hein, puisqu'elle a son soleil et Mercure chez lui ici. C'est même une affaire karmique, puisque son vertex à lui est conjoint au Pluton de la stagiaire. C'était une affaire glauque qui était au programme de leur rencontre. Et pendant les auditions, donc ça s'appelle des auditions, en septembre 91, Saturne arrive là-dessus. Donc Saturne est venu donner un gros coup de sabre dans la nomination du juge. Alors il est finalement confirmé. Elle n'a plus qu'à repartir, elle a perdu. Alors évidemment, il y a des personnes qui croient en elle et qui disent qu'il a menti, et d'autres qui disent le contraire. Évidemment, c'est parole contre parole. Alors on lui dit, ben, ça y est, vous avez gagné, vous êtes content. Ah non, non, il dit, j'ai rien gagné du tout, c'est pas un jeu, c'est une horreur. Et elle m'a heurté pour toute ma vie. Comment elle a pu m'accuser d'un truc pareil? Mais jamais de la vie, j'aurais tenu des propos pornographiques. Elle disait qu'il lui avait raconté des histoires dégueulasses et puis des propositions malhonnêtes. Elle dit, mais c'est pas mon genre, mais jamais de la vie, je ferai un truc pareil. En tout cas, il est heurté à vie. Il peut juste plus supporter d'entendre ce nom. Et ça lui a fait énormément de mal à la réputation, puisqu'on ne sait pas en fait, et au moral. Bon, moi, je serais tentée de croire mon candidat, parce que comme je fais son thème et que j'ai écouté beaucoup, beaucoup d'interviews, je le trouve extrêmement sympathique. Mais bon, je n'ai pas beaucoup écouté Anita Hill. Donc, il est finalement nommé à la plus grande juridiction des États-Unis, son maître d'ascendant Pluton, conjoint son maître d'ascendant Saturne, conjoint au maître d'ascendant Pluton en Lion, c'est-à-dire sa fierté, c'est ici, sa fierté de citoyen américain. Et reconnaissance de son parcours, les deux planètes sont en maison 7, c'est-à-dire analogiquement reliées
au droit et à la justice. Alors, maintenant, je vais vous raconter quel juge il est et pourquoi on parle tout le temps de lui en Amérique. Bon, d'abord, c'est le seul homme noir à la cour et est venu d'un milieu extrêmement bas, donc il est un miracle ambulant rien que lui-même. Mais son maître d'ascendant Capricorne, Saturne, qui est conjoint à Pluton, et son soleil en Cancer, fait qu'il revient aux fondamentaux de lui-même, de sa personne. Il est très pur, très droit avec ce Capricorne, et aux fondamentaux de l'histoire américaine. C'est un originaliste, c'est-à-dire qui veut interpréter la Constitution américaine. La Cour suprême, elle essaye que tous les jugements rendus soient en adéquation avec la Constitution américaine, c'est-à-dire avec la loi. C'est bien normal, c'est le rôle du juge. Eh bien, lui, il ne prend pas la Constitution dans avec le sens qu'on peut lui donner maintenant, l'esprit de la loi, il prend la loi telle qu'elle est, telle que les pères fondateurs l'ont écrite, dans son sens littéral. Et on voit ça. Vénus, maître de sa 4, est en Cancer. Il est fidèle à la mémoire des États-Unis. Alors, le thème, on peut regarder le thème de l'Amérique. Il y en a plusieurs des thèmes de l'Amérique selon l'heure à laquelle ça a été signé. Mais généralement, on prend l'ascendant Sagittaire, ça va assez bien. Et toutes les personnes qui ont une grande influence sur l'Amérique ont des aspects qu'on retrouve dans le thème de l'Amérique. Alors, son soleil, la signature de l'indépendance, ça a été signé le 4 juillet 1776, c'est-à-dire en Cancer, comme lui. Lui aussi a le soleil en Cancer. George W. Bush, il est né le 4 juillet. Il avait son soleil exactement conjoint à celui de l'Amérique. Les Vénus sont absolument conjointes. Valeurs communes, il défend les valeurs fondamentales de l'Amérique. Vénus, maître de 4, Vénus ici, maître de 4, directement conjointe, enfin pas directement, mais assez proche du soleil des États-Unis. Uranus, son Uranus-soleil, trigone à la lune de l'Amérique, il représente, lui, par son soleil, le peuple américain. La lune, elle est là, c'est le peuple américain, dans son exercice de la justice. Et c'est un exercice très paradoxal. Mars, maître de ses écrits, ici, parce que son travail à la Cour suprême, c'est d'écrire, de rédiger les décisions de la Cour. Donc, c'est vraiment, c'est Mars qui est ici. Et Mars est conjoint au Neptune des États-Unis. C'est l'état rêvé des pères fondateurs auquel il reste attaché à la lettre. Son vertex, à lui, est conjoint à la lune noire de l'Amérique et à côté de la Maison Neuve. Il est exactement l'incarnation de la blessure jamais guérie de la fracture américaine, c'est-à-dire le racisme et les valeurs fondamentales en Maison Neuve. Ils ne se sont jamais remis de l'esclavage, même s'il y a l'abolition, même s'il y a la discrimination positive, ça reste une blessure en Amérique. Et sa lune, à lui, début Verseau, est conjointe au nœud sud de l'Amérique, en Verseau aussi. Donc sa sensibilité rejoint cette blessure américaine, parce que cette blessure avec le racisme, avec les Noirs et les Blancs, ils s'en sont toujours pas remis, c'est aussi une histoire de liberté. Donc, sa lune noire est conjointe, lui, sa lune noire est conjointe à la lune américaine, c'est-à-dire le peuple américain. Il est dans une position très difficile et il est très controversé. Lui, son nœud sud, ici, et Chiron, entoure son milieu du ciel. Et bien qu'il a profité de bourses d'études, autrement il n'aurait jamais pu, il a profité de la discrimination positive, c'est-à-dire une place pour les Noirs réservée dans les belles universités, il est absolument contre cette discrimination positive. Il a des idées il a changé, il était démocrate, il est devenu républicain, je vous ai dit, alors maintenant, il est encore plus à l'extrême droite que Trump. Il a des idées extrêmement conservatrices. Et donc, il est paradoxal, parce qu'un juge noir à la Cour suprême, la communauté noire, comme pour l'élection d'Obama, était très contente. Ah, on a un noir qui va nous représenter, on a un noir qui va faire du bien aux noirs. Eh bien non, il ne veut pas être le juge des noirs.
Dieu a créé les hommes égaux. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Donc, je suis un homme. Point. Je ne suis pas un noir, je suis un homme et tous les hommes sont égaux. Donc, je vais tous les juger de la même manière. Et l'État ne doit pas favoriser une catégorie de la population, mais tout le monde doit recevoir les mêmes chances. C'est-à-dire que les États déshérités du Sud doivent recevoir autant d'argent que les États du Nord, avoir de belles écoles, de beaux uniformes, de bons professeurs, des équipements de qualité, des beaux quartiers, et que les enfants noirs puissent rester dans leur école noire et avoir une éducation de qualité. Neptune, qui est maître de ses valeurs, deuxième maître de ses... Il est là. Où est-ce qu'il est, mon Neptune? Ah non, je me trompe. Il faut que je change ma carte parce que là, ça ne va pas, je me trompe tout le temps. Voilà, Neptune, maître de ses valeurs. Où est-ce que j'en suis? Je ne sais plus où j'en suis. Eh bien, je ne sais plus. Ah oui, voilà. Donc, mais Neptune, maître de sa maison 2, ici. Eh bien, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, maître de sa maison 2 est en balance. Et Vénus est rétrograde. Vénus, qu'est-ce que je fabrique? Et Vénus est ici et elle est rétrograde. Et sa lune, qui est maître de Vénus et du Soleil, est en Verseau. Et elle applique par trigone à Neptune. Vous voyez, on a bouclé la boucle. Ces valeurs, ce sont des valeurs universelles. Alors, pendant les audiences, il a cette particularité d'abord d'être d'extrême droite, de ne pas du tout... il est extrêmement sévère avec tous les délinquants et il ne va pas du tout favoriser les Noirs. Donc, les Noirs disent qu'il est un traître. Et puis, pendant les audiences, il ne parle jamais, il ne demande jamais rien. Il est absolument silencieux. Alors, évidemment, le maître de sa maison 3, de sa parole, il est sur ce degré critique ici. Alors, on dit c'est parce qu'il veut un vocabulaire et des phrases extrêmement précises et pointues, et il ne veut pas parler pour ne rien dire. Il ne parle qu'à bon escient. Et donc, il est très sévère avec ses compatriotes noirs. Tous les hommes sont égaux. Il interprète, je vous ai dit, la Constitution que dans sa rectitude, comme si on était encore au XVIIIe siècle. Avec son ascendant Capricorne, c'est un pur, un dur. Il est favorable au capitalisme sauvage, c'est-à-dire aucune intrusion de l'État dans mes affaires, je n'ai pas besoin d'aide. J'ai mon huile de coude et je travaille. Donnez-moi les opportunités et je travaille et je n'ai pas besoin d'être aidé, je n'ai pas besoin d'allocation, je n'ai pas besoin de tout ça. Il est favorable au port des armes, parce que chaque citoyen, c'est dans la Constitution, mais c'était une Constitution du XVIIIe siècle, quand on avait les cow-boys, quand on avait Buffalo Bill. Mais maintenant, on n'imagine pas des armes en plein New York, et bien ici, c'est dans la Constitution. Il est anti-avortement, parce que ce n'est pas dans la Constitution l'avortement, c'est une histoire d'État, que chaque État s'organise avec ça. Tous les hommes ont la même chance devant la loi, et c'est ce qu'on voit avec sa cuspide de 9 qui est en balance, une égalité des chances pour tout le monde. Alors, il a lutté pour gagner sa place de citoyen à part entière, mais il n'a pas gagné cette place, puisque le public pense que cette place est due à sa couleur de peau. Et du coup, les bénéficiaires des mesures sociales qui sont données par les Blancs, c'est les Blancs qui lui ont donné une place à Yale, ont fait de lui un mendiant, ils lui ont donné comme un os à un chien et n'ont pas reconnu sa valeur intellectuelle, même s'il est sorti très bien placé, comme je vous ai dit. Et ça, c'est encore l'influence de son grand-père. Saturne est conjoint au maître de son milieu du ciel, encadré par Chiron et le nœud sud. La discrimination positive joue un très vilain tour en ne reconnaissant pas les personnes à leur mérite, mais en leur attribuant la réussite au coup de pouce des mesures antidiscriminatoires. Alors, quelque part, il n'a pas tort, mais c'est assez curieux parce que lui en a largement profité. Et il dit, mais non, j'en ai pas profité du tout. Ma vie aurait été beaucoup meilleure si j'avais eu les mêmes opportunités en Géorgie et si on m'avait embauché en Géorgie, puisque je suis valable, puisque j'ai fait mes preuves intellectuellement. Alors, ça, c'est l'homme de loi, très dur dans ses décisions. Il ne fait jamais de cadeaux, ni aux Noirs, ni à personne. Et il pense toujours que c'est au mérite qu'on doit juger les personnes.
il avait même refusé les aides sociales à sa sœur. Il disait, mais si je n'ai pas d'aide sociale, on ne survit pas, on n'a rien à manger. Et dans le sud, très pauvre. Et il a dit, mais travaillez, il faut qu'on vous donne du travail, transplanter les usines dans le sud. Et là, les gens n'auront pas d'aide, parce qu'on a fait, comme je vous ai dit, des mendiants de ces bénéficiaires. Alors, dans le privé, il n'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout un homme sévère et intransigeant comme on le voit à la cour. Il est extrêmement maternant avec ce cancer en maison, ce soleil en cancer. Il pleure, il a très facilement la larme à l'œil, il est toujours plein d'émotions quand il parle de son grand-père, il pleure. Quand il est devant un cas humain difficile, il pleure. Il passe ses vacances, il a un camping-car énorme dont il est très fier, donc il s'enferme dans son camping-car, hein, comme ça fait l'utérus maternel, si on veut, avec ses 3 planètes en cancer. Et avec sa femme Ginny, il parcourt les États-Unis l'été, il se gare sur les parkings de Walmart et il va voir les citoyens ordinaires qui ne le reconnaissent pas. Et bien ça, c'est bien ces planètes en maison 6 d'humilité et de service. Il ferme la porte. Il fait ses courses à l'université du coin et on peut le voir. Il discute avec ses voisins. Il est ravi quand on ne le reconnaît pas. Il est resté extrêmement fidèle à ses racines. Donc, c'est son nœud nord conjoint à 4. Et puis, je vous avais dit, ce nœud nord conjoint à 4, il est dans son métier très fidèle à l'origine de la Constitution, aux racines même de l'État américain. Et puis, toujours cet esprit d'enfance et retrouver son enfance, la simplicité. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de parcourir en camping-car, bien à l'abri comme un bon cancer, les routes de son pays bien-aimé. Alors, il dit, bien sûr, on aurait l'argent pour aller faire le kéké en Europe, mais quel bonheur, j'aime pas ça. Et quand j'y vais, mais qu'est-ce que je suis content de retrouver mon pays et l'Amérique. Il dit, I love America. Et puis, il a une petite larme qui coule. Alors, donc, il a appris à penser par lui-même, à se forger une identité publique qu'on n'attendait pas d'un homme noir, analphabète dans le sud de Géorgie qui ne parlait pas anglais. Vous avez compris le paradoxe. Sa lune, on voit ça, la lune en Verseau, on voit un quinconce au soleil. Il faut un ajustement. Sa fidélité au père fondateur et en même temps sa liberté à lui, son indépendance. C'est un véritable paradoxe ambulant. Alors, il a sa fierté d'homme, simplement, il dit « I'm a man », je suis un homme, ne me réduisez pas à mon métier de juge, ne me réduisez pas à ma couleur de peau. Je suis juste un homme, je suis un citoyen américain. Alors, il est assez mal perçu en Amérique, hein, ça pour dire, il a beaucoup de détracteurs, il a du mal. Alors, quand on le connaît personnellement, apparemment, il est extrêmement charmant, extrêmement aimable avec ses stagiaires, il les emmène dans son fameux camping-car, il les emmène faire un week-end d'intégration à Gettysburg, où il y a eu les batailles de la guerre civile, pour qu'ils voient à quoi ça sert d'être un juge et de défendre la Constitution américaine, et qu'ils voient au cimetière tous les soldats qui sont morts pendant la guerre civile pour qu'eux aient la liberté. Mais il a du mal à s'intégrer peut-être avec ce Jupiter rétrograde au milieu de l'élite blanche. Parce que quand on regarde la photo, il est le seul noir sur la photo quand même, hein, et dans tout le bâtiment. Et autrement, les autres noirs, ce sont les balayeuses. Le voilà, vous voyez, avec tous ses camarades, ses collègues, ses confrères. Donc, alors, ils sont, justement, quand on a élu celle-ci, du coup, toute la cour est devenue très à droite. On en a voulu à Trump d'avoir choisi celle-ci. Mais ils ont tous les bords politiques. En fait, de toute façon, en Amérique, c'est gauche ou droite, hein, c'est vite vu. Mais ils ne doivent jamais se contredire les uns les autres, même s'ils ont des opinions très différentes. Donc, la question raciale en Amérique est loin d'être résolue, évidemment, et ce n'est pas lui qui va la résoudre. Voilà. Il témoigne, lui, avec son soleil, Mercure, Vénus en Cancer et en maison 6, de cette question de hiérarchie sociale, parce que Steve Forrest nous dit que la maison 6, c'est la maison de la hiérarchie. Eh bien, c'est exactement l'histoire de sa vie. C'est-à-dire qu'il était né, si on veut, pour être tout au bas de l'échelle, et il a gravi tous les échelons de la hiérarchie. Il aide beaucoup les uns et les autres, mais pas parce qu'ils sont noirs,
il aide les gens qui ont besoin de lui, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. Il ne veut pas entendre parler de ces histoires-là. Donc, il est extrêmement aidant, extrêmement attentif, un extrêmement bon camarade avec les autres, avec ses collègues. Et il rit tout le temps, il a un très, très beau rire, mais il est extrêmement, comme je vous ai dit, sévère comme juge. Voilà. Si vous voulez dire des commentaires sur son thème, ou si vous n'avez pas compris ou vous voulez des détails, je peux vous répondre peut-être. Vous avez d'autres choses à rajouter? Bonsoir, moi c'est Oui. Élise. J'ai une petite question pour vous. Je crois que quand vous avez parlé de Mars, vous avez parlé d'un degré critique. Oui, c'est ça, 17. Oui, oui. Oui. Les C'est degrés quoi ça? critiques, c'est des positions autour du zodiaque où la planète qui occupe cette position précise aura des dispositions exceptionnelles. Alors, pour les signes cardinaux, c'est 1, 13, 26. D'accord. Pour les signes fixes, c'est 9, 21. Et pour les signes mutables, c'est 4, 17. D'accord. C'est très Et ça, facile, ça se voit. Donc, il a un Mars extraordinaire, on va dire. Et d'ailleurs, D'accord. c'est la vérité, puisque son maître, Mars, c'est la maître de la maison 3, et son travail à la Cour suprême, c'est de rédiger les décisions de la Cour. Donc, c'est un travail très important. Eh bien oui, il a Mars là-haut. D'ailleurs, il avait, alors en même temps, il parlait le goula. Il n'y en a pas tellement qui parlent goula et qui maintenant parlent anglais merveilleusement bien, parce qu'il faut qu'il ait des détails. Le droit américain, il le connaît évidemment dans les détails et dans les finesses. Hein? Voilà. Est-ce C'est que ça vous que ça veut dire. m'entendez là? Est-ce qu'on Oui, m'entend? oui, 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 Alors, Jacques Medj, oui. oui, oui. Alors, j'ai regardé ce thème dans l'après-midi, dès que j'ai reçu le message de Marc, et je le remercie au passage parce que d'avoir pensé à moi, c'est une distraction que j'aime beaucoup. Alors, là, moi, j'ai remarqué, il ne faut pas se fixer finalement sur les aspects dissonants qui, en principe, pourraient passer pour des défauts, parce que, comme le dit, là, j'ai juste le récit sous les yeux de ce que dit André Barbeau, tandis que la tension des mauvais aspects est un facteur d'éveil de la conscience, souvent salutaire pour l'enrichissement intellectuel ou spirituel. Oui, Parce que si on regarde, vous m'entendez? oui, oui. Si on regarde, attendez là, oui, il n'y a plus personne. Hein. Mais si je vous écoute, je ne vous vois bon pas, mais je vous entends. À l'écran, c'est pour ça. Non, continue, Jacques, continue. Les aspects, je les connais par cœur. Donc, on a l'opposition Soleil-Jupiter. Si je prends la définition de Barbeau, tendance à utiliser des moyens illégaux et immoraux. Bon. Alors, évidemment, son Jupiter, il est en maison 11, maison des protections, piston secours. Bon. Alors, il y a également la dissonance Mercure-Neptune, tendance à la duperie. Blanc. Moi, j'ai connu une nana qui était comme ça. Excusez-moi, je suis un peu parigo si je parle comme ça. Suivant là où dans les secteurs où cette dissonance se trouve, ça fait des voleurs ou des voleuses. Hein. Il y a la dissonance Vénus-Neptune. Moi, je ne serais pas surpris que cette femme de couleur qui l'a côtoyée, finalement, il ne lui ait pas proposé la botte, hein, parce que dissonance Vénus-Neptune, ce n'est pas terrible, hein, comme pour les relations amoureuses, il n'y a pas trop de règles. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Alors, dissonance Jupiter-Mars, c'est des aspects de colère. Dissonance également Uranus-Jupiter, c'est de la colère également, colère brutale. Moi, je l'ai celui-là en carré. Bon, ben, j'ai bientôt 80 ans, ça c'est il y a longtemps que c'est terminé, puis j'ai jamais été trop coléreux, mais je le connais quand même. Alors, bon, Saturne et Pluton en Lion,
moi, je suis Lion, je n'ai pas Saturne, mais je peux vous dire que c'est réputé pour faire des amours pourris. Surtout quand il y a les deux, évidemment, surtout les deux. À part ça, alors là, sur le thème que vous présentez, il n'y a pas le quinconce lune, Soleil. soleil. Bon, vous l'avez dit l'autre jour, parce que tout à l'heure, pardon. Autrement, j'étais prêt à parler d'une planète orpheline. Donc, elle n'est pas orpheline, il y a un quinconce, d'accord. Alors, j'ai fait à peu près le tour. Alors, ce que je peux dire, moi, ce gars-là, je ne le connais pas du tout, je ne connais pas sa vie. À part le petit faux pas, et ça, on est obligé d'avoir un faux pas dans sa vie, on n'est pas en bois, qu'il a peut-être pu faire avec cette femme. Je me réfère finalement à la définition d'André Barbeau, qui est pour moi mon maître. Je répète encore, parce qu'au départ, quand on prend un aspect dissonant, on peut dire que c'est un défaut. Et là, bien, les propos d'André Barbeau nuancent cette chose. Et là, il dit bien, je répète, tandis que la tension des mauvais aspects est un facteur d'éveil de la conscience, souvent salutaire pour l'enrichissement intellectuel et spirituel. Et la personne qui m'avait donné les cours d'astrologie disait bien que les carrés, les dissonances sont dynamisantes. Finalement, oui. et on a plutôt tendance, quand on n'a pas de carré ou de choses comme ça, à un certain côté d'avachissement. Oui, Est-ce oui. que vous êtes d'accord avec moi, madame? Oui, 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 oui. Trop de trigones, ça fait mou, ça rend mou. Il faut un petit défi. Oui. Ça voilà. représente un défi, on va dire. Voilà. Oui. Moi, je pense que cet homme, il a beaucoup de qualités, mais alors il a su tirer de la puissance de ces aspects qui sont dissonants. On peut dire qu'il a su tirer la quintessence, apparemment, puisque j'espère que si vous le présentez en ayant bien étudié sa vie. Moi, je ne peux rien dire, à part l'écart qu'il a pu commettre, mais vous savez, bon, on n'est pas en bois, hein. C'est signe qu'il était en bonne santé, finalement. Alors, voilà ce que je peux dire, mais je vous remercie. Chose que j'avais dû étudier, je savais qu'à partir du 17e degré en Gémeaux, je crois, où les planètes sont en débilité, je sais qu'il y a les zones brûlées et tout, mais le 17e degré qui est valorisant, là, apparemment, tout ça, j'avais oublié. Voilà, oui. Je vous remercie quand même et je remercie encore Marc de m'avoir appelé parce que moi, j'aime bien ces rencontres. Voilà. Bon. Mais je vais vous dire franchement, moi, je préfère l'étude des thèmes que les prévisions, la voyance. Moi, la voyance, la prévision, pour moi, c'est un peu de la vulgarisation. Mais chacun son truc, hein. Oui, merci oui, il en faut pour tout le monde. Merci, il en faut pour tout le monde. Voilà. Merci, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Bon, enfin, c'est une personnalité, quand on l'entend rire, et dans les interviews, alors parfois, il est très dur. Si on le cherche, on le trouve. Hein. Ça, bon. Oui, mais ça, c'est les dissonances de planètes de feu qui font des colères. Oui. Hein. C'est comme moi, c'est pareil. Si vous me cherchez, je vais m'énerver. Hein. Il a l'air d'une personne très aimante quand on le côtoie. Alors, voilà. Il est marié donc avec cette femme blanche depuis très longtemps, hein, depuis 30-40 ans. Il a un fils noir. Il a demandé à cette femme blanche qui n'ait pas d'enfant, donc pour elle, c'était un gros sacrifice, il n'a pas d'enfant avec elle, avec la femme blanche, avec Virginie Lamp. Ah. Et il a adopté un neveu qui tournait mal dans le sud. Alors, on lui a envoyé, vous voyez, c'est elle ici, et puis le voilà avec sa femme blanche, donc avec sa femme. Oui. Non. Et il lui a demandé de ne pas avoir d'enfant, et ça a été pour elle un gros sacrifice. Mais oui. Elle est aussi une militante d'extrême droite, et elle se met un peu trop en avant, et du coup, c'est embêtant pour sa carrière de juge. Parce que le juge, il doit être impartial. Et puis, alors, on a peur qu'elle l'influence dans ses décisions de juge. Mais ils ont élevé un neveu à lui qui tournait mal dans le sud pour le redresser. Il a joué au tonton généreux, on va dire, pour s'occuper de son neveu. Donc, voilà, il passe toutes ses vacances en camping-car avec elle à sillonner les États-Unis. Et alors, il a un garde du corps, je crois. Et on ne voit pas sur le film le camping-car parce que comme il se gare dans des Walmart,
il pourrait être reconnu et il pourrait être attaqué. Donc, on n'a pas montré l'extérieur du camping-car pour des raisons de sécurité. Ah ben voilà. Oui, il est très, très controversé. Mais bon. Et puis, c'est le plus vieux en âge de tous les juges de cette cour. C'est le plus vieux. Et c'est le seul noir de la cour? Oui, oui. Ah, oui. Oui, Alors, oui, tous les autres sont blancs. il est fort probable quand même que quand son arrivée a dû faire des vagues et que le scandale d'Anita Hill était peut-être une façon d'empêcher un noir de rentrer Ah, exactement. dans cet aéropage suprême. C'est ce qu'il dit. Ça a été politique, ça a été une attaque politique. C'était une marionnette aux mains de, alors lui, c'est qui? Et il y avait ou alors des démocrates. Enfin, il y avait évidemment, c'était politique, hein, c'était bien entendu politique. Il avait des visions anti-avortement qui étaient extrêmement mal vues. Donc, on a essayé de lui barrer la route à la Cour suprême. Et donc, on a envoyé Anita Hill. Voilà ce qu'il disait pour sa défense. Oui. Oui, Donc, ce n'était pas seulement parce qu'il était noir, mais c'était aussi par rapport à ses idées, alors. oui, 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 oui. Et puis, comme pour elle, qui est arrivée la dernière, eh bien, ça a été très controversé parce que c'était juste avant l'élection de Biden. Là, vous vous souvenez qu'elle a été choisie, mais elle n'a pas d'expérience. Elle est vraiment très jeune. Donc, on a essayé aussi de barrer sa route. Mais enfin, il n'y a pas eu de scandale avec elle. Ben, quoique, elle fait partie d'une secte, presque une secte qui serait interdite en France, hein. Une secte protestante avec de drôles d'idées. Oui, elle serait interdite en France, cette secte. Si je peux, vous m'entendez là, excusez-moi. Oui. Oui, juste, je voulais vous dire, c'est un peu ce qui est arrivé à Strauss-Kahn, hein, parce que oui. ma fille Satou Diallo, je ne sais pas comment elle s'appelle déjà, elle faisait partie d'un complot. Hein. Ah, je ne sais pas. Je ne sais rien. On a dit que pour entrer dans une chambre, il fallait qu'elle soit deux. Et les portes sont bloquées avant d'avoir vu la personne sortir, et les portes sont bloquées. Donc là, elles étaient débloquées. Et puis, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai entendu dire, mais il ne l'a pas forcé, hein, vous savez. Bon, enfin, voilà. Bon, on ne sait pas. Ben là, on n'en sait rien, on n'y était pas, sauf qu'il a Saturne sur son Mercure. C'est une autre soirée. Oui, c'est une autre soirée. Voilà. Un autre thème. J'espère qu'il y en a un qui aura le courage de faire le thème du regretté Tapi, là, parce que moi, je l'ai regardé, il est quand même impressionnant, son thème. Hein. Oui. Alors, bien. Tout à fait. Pour revenir sur Clarence Thomas, il y a une chose, Thomas. Et une chose que moi j'aime bien, c'est que j'ai souvent entendu dire qu'on parle souvent de race blanche, de race noire, alors qu'en réalité, étymologiquement, je crois qu'il n'existe que la race humaine. Hein, ouais, mais il n'y a que la race humaine et je trouve que d'une certaine façon, Clarence Thomas, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit les hommes, quelles que soient leurs opinions, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur pays, leur ethnie, leur âge, je ne sais pas quoi, un homme est un homme. Quand il voit quelqu'un, il voit l'être humain, il ne voit pas le balayeur, le juge, le blanc, le noir. Il voit l'être humain et c'est cet être humain qu'il veut absolument défendre. Et à ce niveau-là, je trouve qu'il est vraiment profondément humain. Voilà. Oui. Alors, si je peux me permettre, moi... Jacques, s'il te plaît, laisse Catherine parler. C'est elle qui fait la conférence ce soir, tu sais. Je suis bien d'accord avec Marc, et c'est cette lune en Verseau. Enfin, c'est pas que ça, mais et la conjonction Soleil-Uranus par de fortune. Et il le dit, Clarence Thomas, quand je descends des marches, je vois une femme, je ne vois pas la balayeuse. Oui, oui. Il le dit. Et l'homme qui pousse la charrette avec les ordures, c'est un homme, c'est un citoyen américain. Donc, ne me réduisez pas dans une boîte. Il a horreur de ça, qu'on fasse des catégories. Ne me réduisez pas. Et toujours, ça revient sur le tapis. Ah, vous êtes le seul juge noir. Et qu'est-ce que ça fait d'être si haut placé et d'être noir? Il dit, give me a break, fichez-moi la paix. Ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est mes qualités intellectuelles et ma formidable ascension, mais due à mon travail. Bon, c'est quand même dû, il ne faut pas exagérer, aux bourses qu'il a reçues. Hein, il y a eu quand même de l'aide, autrement il n'y serait pas. Mais il aurait préféré que cette aide soit dans le Sud.
Il Bon, dit, moi, nous, c'est quelqu'un. dans nos écoles noires, on n'a pas besoin des blancs, on a besoin d'équipements. Donnez-nous des ordinateurs, pas des locaux délabrés, etc. Donnez-nous de l'argent, mais ne nous donnez pas on n'a pas besoin de se mélanger avec les blancs. On peut très bien s'en tirer nous-mêmes si on nous donne des usines, du travail, etc. Voilà ce qu'il dit. On sent quand même que c'est quelqu'un qui avait un sens profond de la justice avant d'être juge, hein, c'est clair. Oui, c'est son grand-père, c'est l'héritage de son grand-père. Alors, sa femme Ginny, vous voyez, lui a offert, quand il est entré à la Cour suprême, ce buste de son grand-père qui trône dans son bureau à la Cour suprême. Et il a écrit ses mémoires, My Grandfather's Son, le fils de mon grand-père. Donc, ce sont ses mémoires. Et il n'a jamais rencontré, il dit, une personne aussi extraordinaire que ce grand-père qui avait des valeurs, qui était très, très, très sévère, qui ne les laissait pas chômer de la journée. Le grand-père ne voulait pas qu'ils traînent avec la racaille. Forcément, les galopins, ça fait des bêtises. Donc, il les utilisait sans arrêt. Dès qu'il n'y avait pas école, il devait l'aider au champ, il devait l'aider pour les livraisons, etc. Il n'avait le droit de sortir sans être accompagné que pour aller à la bibliothèque, qui était noire, la bibliothèque ségrégationnée, si on veut, où là, il avait un jus d'orange le samedi et un cookie, mais il dit, mais je me retrouvais dans cette bibliothèque et j'avais toutes les encyclopédies, j'avais tout le savoir du monde et je pouvais lire et j'avais le droit de lire et j'avais le droit de l'emprunter. Il dit, il y avait ces petites dames et il pleure en parlant de ça. Il dit, je l'ai rencontré, une dame qui est venue en pleurant, qui avait 95 ans, qui lui a dit, j'ai été la première à te montrer les livres dans la bibliothèque. C'était une femme blanche. Et c'est moi qui t'ai baladé dans la bibliothèque à Savannah, en Géorgie, et qui t'ai montré où trouver les livres. Et c'est moi qui t'ai montré, et tu as vu où tu es maintenant, etc. Et cette femme était venue le voir à Washington. Et on peut mettre un gosse qui n'a pas envie dans une bibliothèque, ça ne donnera rien. Hein. Or, lui, eh ben, il s'est intéressé, il avait cette mémoire, et puis son grand-père qui ne savait pas lire ne voulait pas dire qu'il ne savait pas lire. Alors, quand on lui demandait quelque chose, quand le gosse ne savait encore pas bien lire, le grand-père disait « Attends, je n'ai pas mes lunettes ». Enfin, lunettes ou pas lunettes, il ne savait pas lire de toute façon. Mais le grand-père a voulu qu'il fasse des études et lui a montré les Noirs de tout le quartier et la famille disaient, vu comme on est malmené, hein, parce qu'il y avait le Ku Klux Klan, etc., l'éducation que tu auras là-haut, on ne pourra jamais te la retirer. On va pouvoir te arracher ta fortune, ta maison, te supplicier, enfin, toutes les horreurs qu'ils ont pu subir, mais ce que tu as là-haut, on ne te le retirera pas. Donc, mon gars, apprends, travaille et étudie, et perds pas ton temps à faire des bêtises. Donc, le grand-père était extrêmement sévère, mais pour son bien, il lui en sait beaucoup gré. Mais le grand-père n'a jamais pardonné qu'il arrête la prêtrise. Il n'a pas compris qu'il aille à Yale, l'importance de Yale, et quand il y a eu la cérémonie de remise des diplômes de Yale, il n'y est pas allé. Il était trop vexé qu'il ait abandonné le séminaire. Donc, il était tout seul. À sa remise des diplômes, en Amérique, c'est important, c'est avec la toge et tout. Il était tout seul. Ça lui a fait beaucoup de peine. Il y avait peut-être sa femme noire, sa première femme noire dont il a un fils. Mais ça lui a fait beaucoup de peine d'être tout seul à cette remise de diplôme. Voilà. J'espère que j'ai été claire sur sa biographie, que vous avez, cerné un peu la personne. Il est extrêmement intéressant, qu'on soit contre lui ou d'accord avec ses idées, et il est vraiment intéressant. Et encore, nous, Français, on ne comprend pas toute l'envergure du personnage parce que c'est des notions qui ne sont pas familières. La Cour suprême et le racisme aux États-Unis, tout ça, ça nous est pas... On ne connaît pas extrêmement bien ici. Voilà. On peut, si vous voulez, si vous n'avez plus de questions, regarder son étoile. On a aussi cherché à voir des choses avec, si ça vous parle. Voilà sa femme et voilà son étoile. Si ça vous intéresse, on peut voir comment ça correspond avec son thème astral. Alors, effectivement, on va regarder son étoile. Clarence Thomas, personnage controversé,
Et on pourrait presque même dire que c'est un personnage qui peut être rempli de paradoxes. Puisque Catherine vous l'expliquait, c'est quelqu'un qui a toujours, enfin très souvent, la larme à l'œil. Il y a presque un côté enfantin et son rire est quelque chose d'assez remarquable. Ça, donc, bien sûr, c'est sa lune au poste 13, hein, dans la colonne de lumière. Donc, bien sûr, je reviendrai sur cette lune parce qu'elle est extrêmement intéressante. Mais voilà, déjà, si on regarde son étoile au premier coup d'œil, eh bien, on peut comprendre qu'on est face à un personnage qui est paradoxal et donc, bien évidemment, qui va être controversé. Alors, pour quelles raisons on peut voir cette notion-là? Eh bien, déjà, par rapport au fait qu'il a beaucoup d'arcanes en double. Donc, nous, on appelle ça des dualités en quelque sorte. Donc, même sans rentrer dans un premier temps dans l'analyse, vous remarquez qu'il y a 2 ermites, qu'il y a 2 amoureux, qu'il y a 2 étoiles et qu'il y a 2 mates. Alors, ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est que finalement, quand il y a 2 arcanes qui se répètent, eh ben, ils ne sont pas forcément très, très loin l'un de l'autre. Regardez les 2 ermites tout en haut, les 2 amoureux, eux, ils sont tout en bas, les 2 mates, bon, bah, ça c'est normal de par le calcul, ils sont aussi l'un à côté de l'autre. Je dirais qu'il y a un petit peu que nos 2 étoiles qui ont plus de distance. Mais en tous les cas, voilà, elles sont 2. Et donc déjà, ça nous parle effectivement d'un personnage qui peut présenter une face de lui, c'est-à-dire ce côté extrêmement sensible, et puis un côté voilà, beaucoup plus dur, beaucoup, je dirais presque voilà, aligné par rapport à ses valeurs morales et par rapport à la justice. Il y a un autre élément qui nous mettrait la puce à l'oreille par rapport à ce côté paradoxal, c'est que nous sommes face à une étoile qui contient autant des arcanes qui peuvent être évalués comme difficiles. Vous voyez sur le côté gauche, au poste 2, nous avons une maison Dieu. Au poste 4, nous avons un arcane sans nom. Donc, soit dit en passant que ces 2 postes-là vont nous parler des blessures et notamment des blessures karmiques d'un individu. Donc, on sent que, voilà, au niveau du karmique, il y a des choses qui sont quand même assez puissantes. D'un autre côté, vous pouvez mettre votre... merci. D'un autre côté, nous remarquons aussi qu'il y a des arcanes vraiment d'une très grande douceur. Dans cette étoile masculine, nous avons quand même une lune qui est au centre de la colonne de lumière et 2 étoiles. Nous avons les 2 amoureux aussi qui donnent un côté extrêmement doux qui va s'intéresser au bien-être des individus. Et ces 2 amoureux sont quand même à des postes fondamentaux puisqu'ils sont en bas de l'étoile évolutive. Donc, en quelque sorte, ils vont soutenir toute l'identité et tout le projet d'incarnation de ce personnage, puisque nous avons un amoureux en poste 3, c'est-à-dire en programme de vie, et un autre amoureux en trajectoire. Alors, pour celles qui connaissent un petit peu plus l'étoile, je me permets, puisque je parle du poste 3 et du poste 5, eh bien, vous avez dû le remarquer que du coup, ça nous donne une promesse de vie pendue. Donc, évidemment que déjà, on sent toute une histoire transgénérationnelle. Alors, maintenant, je vais regarder un petit peu ces arcanes un petit peu plus en détail. Donc, Catherine, vous, au niveau astrologique, vous avez son thème à côté. On voit bien 3 planètes dans le signe du Cancer, avec une lune à l'ascendant. Cette dominante lunaire, en quelque sorte, eh bien, va complètement s'illustrer aussi dans l'étoile évolutive, puisque l'arcane de la lune, qui a sensiblement les mêmes interprétations que notre lune astrologique, c'est-à-dire que l'arcane de la lune dans le tarot va beaucoup ressembler en termes symboliques à notre lune astrologique. Donc, cette lune du tarot est vraiment au centre
de la colonne de lumière, donc au centre de son identité, au poste 13, c'est-à-dire qu'il est véritablement au fond de lui. Alors, bien sûr, Catherine nous a parlé de le fait qu'il ait l'alarme très facile, que ce soit quelqu'un d'une empathie extraordinaire, avec beaucoup de sensibilité, l'attachement à la famille, aux racines, évidemment, et puis le fait qu'il ait une mémoire absolument phénoménale. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire pour cet arcane de la Lune, eh bien, ça donne de la mémoire, mais ça donne aussi des mémoires, évidemment. Donc, on voit que tout en haut de son étoile, eh bien, nous avons 2 ermites. Alors là, dans le tarot, les arcanes peuvent représenter des personnages et l'ermite va symboliser le grand-père. Donc, bien sûr, ces 2 ermites à des postes quand même extrêmement importants, puisqu'ils sont très élevés, eh bien, va justement nous signifier l'importance du grand-père dans la vie de Clarence Thomas. Et en même temps, bien sûr, il va nous donner d'autres interprétations. Cet ermite, là, je parle notamment de l'ermite au poste 9, puisque dans une étoile évolutive, on va fonctionner un petit peu comme en astrologie. En astrologie, on parle de planètes en domicile, et là, on peut parler d'arcane en domicile. Donc, l'ermite, c'est l'arcane 9 qui se trouve au poste 9. Donc, évidemment, il va prendre une dimension encore plus importante puisqu'il est en domicile, il est chez lui. Donc, ça va lui apporter de la profondeur. C'est quelqu'un qui est quand même particulièrement silencieux lors de ses audiences, lors de ses audiences à la Cour suprême. Et on sait bien sûr dans le tarot que l'ermite, c'est plutôt un taiseux, c'est pas un bavard, l'ermite. Donc, voilà pour ces 2 ermites au poste 9 et au poste 17. Et maintenant, je voudrais vous parler un petit peu du poste 2 et du poste 4 parce que ce sont 2 postes qui vont nous parler des mémoires de l'individu et donc bien évidemment de ses difficultés aussi. Donc, Catherine vous a dit qu'il s'était engagé dans la prêtrise et puis à un moment donné, il a renoncé en quelque sorte et il a été jeté à la porte par son grand-père. Donc, ça devait être aux alentours des 16 ans, puisque vous vous souvenez que le numéro de l'arcane qui se trouve au poste 2 définit un âge où il s'est passé un événement important. Donc, la maison Dieu, donc arcane 16, donc, va nous parler de cette période où le grand-père l'a mis à la porte. Et puis, bien sûr, cette maison Dieu au poste 2 nous parle aussi véritablement des mémoires d'esclavage, puisque la maison Dieu, c'est vraiment un arcane de libération dans le sens positif, et donc, bien évidemment, d'enfermement, de prison, dans un sens négatif. Et là, elle est au poste 2, donc elle nous parle des mémoires et des blessures. La deuxième blessure de Clarence Thomas, c'est bien évidemment par rapport à son identité. Il a un arcane sans nom au poste 4. L'arcane sans nom, c'est quand même un arcane très particulier dans le tarot, puisque c'est le seul qui n'a pas de nom et qui va justement nous inviter à travailler sur notre identité. Donc, quand il se trouve dans un poste de manque, dans le poste des blessures, eh bien sûr qu'il va nous évoquer la blessure d'identité de cet individu. Et Catherine vous a parlé à plusieurs reprises comment il pouvait souffrir d'être considéré comme un homme noir, parce que pour lui, voilà, avant tout, il est un homme, un citoyen américain, et donc, et quand justement il croisait des personnes, pour eux, c'était un homme, c'était une femme, et il n'allait pas les associer à leur profession ou à toute autre chose. Nous voyons aussi dans sa colonne de lumière, au poste 10 et au poste 11,
2 fois le mat en fait. Donc là, on est face à nouveau à un arcane bien original, je dirais particulier du tarot, puisque autant l'arcane sans nom dont je viens de vous parler n'a pas de nom, que le mat, lui, n'a pas de numéro. Et donc, par cet amour de la liberté, bien évidemment, ces 2 maths à des postes quand même très transgénérationnels viennent bien évidemment nous parler des blessures d'exil et des blessures d'esclavage qu'a pu subir cette famille. Alors, bien sûr, hein, comme toujours, je pourrais dire encore énormément de choses sur cette étoile. D'ailleurs, je vais vous parler quand même des 2 étoiles qui nous parlent justement de la foi et en sachant qu'ils s'étaient engagés dans la prêtrise, eh bien évidemment, ces 2 étoiles à des postes quand même particulièrement bénéfiques, hein, puisque le poste 6 et poste 16, eh bien, on sent toute sa foi qui peut le porter. Alors, je reviens juste 2 secondes par rapport à la Lune, puisque cette Lune au poste 13, eh bien sûr, hein, c'est le clin d'œil à son thème astrologique avec cette dominante lunaire. Mais en même temps, si on regarde les encadrements de cette Lune du poste 13, eh bien, on voit qu'elle est encadrée par l'arcane de la force. Une force en haut, une force en bas. Donc, là aussi, il y a quelque chose, je dirais, de son paradoxe, parce que autant il y a une énorme empathie, une sensibilité juste extraordinaire, et en même temps, cette lune qui est encadrée par 2 forces, eh bien, lui donne un alignement, une droiture et une rigueur. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, c'est quand même étrange que cet homme qui est à la Cour suprême des États-Unis, donc dans un métier de justice, comment ça se fait qu'il n'y a pas de justice dans son étoile? Alors, il n'y a pas l'arcane de la justice de manière apparente, mais au niveau des arcanes secrets, elle va nous apparaître dans l'arcane secret du sceau de l'ange. Le sceau de l'ange, c'est la différence entre l'arcane du poste 16 et l'arcane du poste 17. Donc, si vous faites 17 moins 9, eh bien, ça nous fait une justice. Et puis, je voudrais préciser quelque chose que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est que dans certains tarots, eh bien, l'arcane de la justice, donc l'arcane 8, et l'arcane de la force sont inversés. Donc, on pourrait, considérer, hein, si on s'en réfère à certains tarots, que les 3 forces que nous voyons dans son étoile évolutive, eh bien, pourraient être 3 justices. Et là, ça nous donnerait évidemment une pyramide de justice. Alors maintenant, peut-être place aux questions ou aussi à vos remarques, interprétations, puisque je vois encore avec nous certaines des personnes qui travaillent l'étoile avec nous. Alors, je voulais ajouter, j'ai mis comme date de référence la date où il est entré à la Cour suprême, puisque ça représente vraiment un virage dans sa vie, bien entendu, hein, la grande accession, là. Et donc, là, on peut quand même parler des postes 7 et 8. Alors, effectivement, complètement, puisque du coup, on sent que cette période-là, elle est extrêmement importante, puisque au poste 7, il a l'arcane son nom. Donc, en quelque sorte, ce qui va être vécu sur cette période-là, eh bien, c'est une proposition de guérir sa blessure d'identité. Donc, effectivement, par rapport à l'événement qui se produit cette année-là, je dirais presque, c'est difficile de faire mieux. Et puis, au niveau du poste 8, eh bien, ça fait écho à ces 2 amoureux des postes 3 et des postes 5. Donc, en plus, si nous additionnons ces 2 arcanes, ça nous donne un soleil. Et le soleil, bien évidemment, c'est l'homme avec
toute cette dimension de créer une société extrêmement éclairante et juste, évidemment. Il y a une notion vraiment d'humanité particulièrement profonde, d'humanité, je dirais, fraternisante, en fait, dans l'arcane du soleil. Et c'est exactement cet arcane qui vibre pour lui sur cette période-là. Et ça peut être lu à différents niveaux, si on veut, parce qu'il entrait au service, cette année-là, c'est vraiment le serviteur de la nation comme juge à la Cour suprême, de façon parfaitement désintéressée et intègre, hein, dans la plus pure, authentique, comment on va dire, la justice la plus pure et la plus authentique, enfin au moins rêvée. Mais on peut aussi le lire, une stagiaire, 6, c'est les serviteurs, c'était la stagiaire qui a failli lui couper l'accession à la Cour suprême. On peut littéralement le lire aussi de cette façon-là. Je trouve que c'est assez amusant. Hein. Et puis le soleil, ben, ils se tenaient la main. Ils étaient tous les deux opposés, mais c'était quand même un couple devant le tribunal. L'ennemi, les deux ennemis. Vous voyez, on peut lire les arcanes comme ça de cette année-là, de cette date-là, de deux façons. Voilà. Il a une étoile très riche aussi, très, très, très parlante. Ah oui. On voit par exemple sa grande foi catholique. Il a jamais, bon, il n'est pas devenu prêtre, mais il a vraiment beaucoup, une grande foi, une grande confiance dans les choses. Et c'est un catholique pratiquant. C'est quand même cette étoile au poste 6, par exemple. Et puis, il a failli tout perdre. Enfin, si on veut, son monde s'est écroulé, a manqué de s'écrouler plusieurs fois avec cette maison du en deux. Quand le grand-père l'a fichu dehors, il aurait très bien pu basculer. Et puis, avec Anitaï, on recommence. Il a failli tout perdre. Et sa pyramide de force, c'est un excellent camarade. Enfin, je veux dire, un très bon collègue, un très bon ami. Il a de très, très bons rapports humains avec son entourage, ses subalternes comme ses collègues juges, mais la force parfaitement ininfluençable, évidemment. Il prend ses décisions, les décisions comme juge, en toute indépendance d'esprit. Pas influencé. Catherine et Nathalie, oui, puisqu'il y a ces deux amoureux, hein, au poste 3 et au poste 5, c'est ça, hein? Oui. Oui. Donc, l'amoureux, je pense que par rapport à tout ce que tu as dit, montre aussi l'importance pour lui de l'engagement. Complètement, bien sûr. Quoi qu'il arrive, l'engagement sincère, enfin, à ses yeux, l'engagement. Oui, oui, et de faire des choix. Oui, choix, engagement. Exactement, exactement. Oui, oui. Par exemple, pour vous donner une idée, il est contre l'Obamacare. L'Obamacare, vous savez, c'est un peu comme Obama qui avait essayé de mettre la sécurité sociale pour tout le monde. Parce que les Américains doivent payer. Il y a une espèce de sécurité sociale, mais qui ne les protège pas du tout, très peu, très peu. Donc, ils sont obligés de payer très cher des mutuelles. Alors, l'Obamacare, c'était pour protéger un peu mieux, donner des assurances santé plus généreuses. Il est absolument contre tout ça. Vous voyez, il n'est pas du tout dans son siècle, si on veut. Parce que ça paraît curieux, surtout quand on est européen, de refuser les assurances sociales. Alors, il pense on devient des mendiants, quoi, des assistés. Il ne veut pas que les Américains soient des assistés. Qu'est-ce qu'est devenu son frère? Il est mort. Il a aussi fait une belle carrière, mais pas aussi prestigieuse que la sienne. Et il est mort il y a plusieurs années en faisant un jogging. Il est mort d'une crise cardiaque. Et ça a été aussi un gros... Quand il en parle, il pleure, son frère, parce qu'ils ont été extrêmement proches tous les deux. Et il a pu faire des études aussi, enfin peut-être oui, pas oui, aussi oui, poussé, mais oui. il n'avait plus le droit. Mais pas aussi prestigieux, hein, pas aussi connu, mais enfin, il n'a pas démérité non plus, le frère. Il me semble avoir vu dans sa biographie que le frère avait mis accidentellement le feu à la maison familiale, et que c'est suite à cet incendie que la maison ayant été détruite, ils ont dû partir habiter ailleurs, et peut-être même que c'est là que lui, il a fallu qu'il aille habiter chez le grand-père. Ah,
Oui, mais c'est-à-dire que comme il y a eu le feu à Pinpoint, ils sont allés en ville. Mais en ville, ils se sont retrouvés dans un ghetto dégueulasse, affreux. Et vous voyez, il a Mars en Vierge, il est très attentif à son hygiène corporelle et à l'hygiène autour de lui. Et là, il dit que c'était putride. Il n'y avait pas le tout à l'égout, il y avait un robinet pour toutes les familles, pas d'électricité. C'était très, très sale où ils habitaient, très pauvres. Et justement, comme tu dis, suite à l'incendie de la maison. Et là, donc, ça n'allait pas du tout. La mère les a mis chez le grand-père. Mais c'était Par le contre, frère qui était responsable, le petit frère. c'est possible, oui. Mais il Oui. était très jeune. Hein. Et ce petit frère, quand même, qui est né après le départ du père. Ah oui, parce qu'il y a aussi une fille, mais je pense que la fille, elle est après le départ du père. Il y a une sœur aussi. Il y a une sœur. Ils sont trois. Mais alors, je ne sais pas si la mère avait à ce moment-là la fille. Je ne sais pas. En tout cas, Oui, oui, c'est parce qu'ils ont plus de étonnant 2 quand ans on voit son d'écart. parcours. Il a quand même, ça a été très dur pour lui. Mm. Hein, et c'est étonnant quand même, vu le parcours qu'il a et d'où il vient, qu'il soit quand même pas plus tolérant, si j'ose dire. Ah oui, oui, oui. Il ne dit pas que, puisque moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, ça, il ne dit pas ça, mais il dit on a besoin de grandes figures noires à ce moment-là, mais pas toujours se référer aux Blancs. C'est les Blancs qui nous donnent nos valeurs, c'est les Blancs qui nous font l'aumône, et donc, non, donnez-nous, et nous, on fera aussi. Si on installe, par exemple, des usines dans le Sud, alors on aura du travail. N'attendons pas d'être assistés par l'élite blanche de Washington. On retrouve quand même l'exigence de Pluton en maison 7, là, hein, quand même. Et il fait partie de cette élite blanche. Mais il se dit, quand il me parle, qu'est-ce qu'il voit, mes collègues? Il voit un collègue ou il voit un petit noir? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un négrillon. Jamais. Et donc, je pense que c'est ce Jupiter rétrograde en 11. Là-haut, oui. Là, je pense que la pyramide de force va lui donner vraiment une importance par rapport à l'autonomie. Parce que dans ses blessures, avec l'arcane sans nom, c'était un manque d'autonomie par rapport justement aux mémoires d'esclavage. Donc pour lui, je pense que les valeurs d'autonomie, évidemment qu'il allait être contre un pseudo-assistana. C'était pas possible. Alors, il avait un très bon copain qui était italien, lui, comme juge à la Cour suprême, Scalia, mais il est mort. Et alors, Scalia lui disait, bon, ben moi, c'est normal que je sois arrivé là, parce que mes parents étaient professeurs, je suis blanc, je suis catholique, bon, ça va, je suis dans le moule à peu près. Quoique je suis italien, c'est pas terrible, mais enfin, j'y étais. Mais toi, c'est un miracle, c'est un miracle. Ils étaient très copains, ils disaient, oui, tu as raison, j'ai rien à faire chez vous, là. Je ne devrais pas être là. Il a un parcours tout à fait extraordinaire. Il n'a jamais baissé les bras contre la difficulté. Et être diplômé d'Yale avec ou sans bourse, ça veut quand même dire quelque chose. Mais c'est sûr que dire que son parcours est bien pour un noir, c'est minimiser son talent, oui, sa compétence. Exactement. Et oui, déjà, on retombe dedans. Je comprends tout à fait raison. En fait, oui, c'est ça, on retombe dans ce qu'il ne veut pas, quoi. Exactement. Oui, 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 oui. Alors d'ailleurs, enfin, on ne peut pas le nier non plus, mais s'il avait été un petit blanc très pauvre, on dirait la même chose. Oui, mais on ne peut pas nier que pour un noir, c'est encore plus dur. Ça existe quand même s'il ne veut pas en tenir compte. Oui, en fait, s'il avait été blanc et très pauvre, ça aurait été encore pire parce qu'il n'aurait pas eu une place réservée à Yale. Oui. S'il avait été blanc, parce qu'il y a aussi des blancs très pauvres dans le sud des États-Unis, enfin comme partout, mais là, ils n'ont pas de place réservée à Yale. Ah, ils n'ont pas de bourse. Il n'y a ils pas ont de des bourse bourses. Pour les blancs. Il y a des bourses pour les noirs et pas pour les blancs. Ah si, mais là, ce n'est pas une bourse, c'est une place. Ah oui. Pas pareil. Ah oui, discrimination positive. Ouais. Oui. Comme on a à Sciences Po, on prend des élèves qui viennent de ZEP. Oui, milieu défavorisé. Voilà. Mais si on arrive du lycée du Parc, il n'y a pas une place réservée. Vous voyez, si on arrive d'une zone des banlieues affreuses, mais évidemment, il faut quand même avoir fait ses preuves pour être pris, être un très bon élève. Mais on a quand même une place et un autre qui arrive d'ailleurs n'en a pas. Donc c'est toute cette question-là. S'il avait été blanc en étant aussi intelligent, il aurait eu des bourses, mais des bourses au mérite à ce moment-là.
mais une bourse, ça ne donne pas forcément une place. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Il Il faut avait quand déjà même un avoir la bon place potentiel et au après la départ. bourse. Hein. Comment? Il y avait quand même du bon potentiel au départ. Hein. Ah ben, il est extrêmement intelligent Oui. et une mémoire énorme. Et dans le droit, c'est de la mémoire, parce qu'il faut se souvenir de toutes les jurisprudences. Vous savez, ces gros livres Oui. où on dit, ah oui, attends, il y a eu tel cas autrefois, voilà comment ça s'est terminé, voilà. Et puis de jurisprudence en jurisprudence, on arrive à une décision. Donc, il faut beaucoup, beaucoup de mémoire. Et il a cette mémoire avec cette lune conjointe à l'ascendant. Et Enfin, il a quand même Soleil, Mercure, Vénus en Cancer. Ouais, Hein. en plus, oui. Oui, aussi. Oui. Et on voit son intelligence dans l'étoile évolutive avec la tyrolienne d'incarnation qui nous donne une impératrice. Ermite, Le moins père. l'amoureux. L'impératrice, l'arcane vraiment des capacités mentales et de l'intelligence. Et il a Pallas conjoint pareil. Moi, je trouve que impératrice, je pense toujours Pallas, je ne sais même pas pourquoi, mais Pallas conjoint le Nord. Regardez en bas, là, en taureau, sur la pointe, là. Pour Pallas, la tyrolienne d'incarnation, c'est tout à fait ça. Et alors, son oui. firmament, là aussi, vous savez, quand on ajoute, ça donne un diable. Ah, 6, 9. Le pouvoir. Ça nous donne un diable. Alors, c'est le Ah, bah, pouvoir, s'il y a là. un diable, alors. L'autre arcane de l'intelligence. Ah, voilà. Zut, j'arrive pas à l'éteindre. Mais Pallas, ça vous donne quoi, Pallas? Pallas, c'est de l'intelligence. Ah, c'est les l'intelligence. facultés, ouais, c'est les facultés mentales. On c'est pourrait... Athéna. Ouais, voilà. Oui, et c'est aussi une guerrière. C'est une Voilà, guerrière. c'est Athéna. Ah, d'accord, c'est Athéna. Voilà. Oui. Oui. Et ça correspond vraiment à notre impératrice du tarot, c'est-à-dire ce côté guerrière, parce que notre impératrice, c'est quand même du féminin qui est très yang, avec bien évidemment toute cette dimension de faculté mentale. D'accord. Ça m'agace, j'arrive pas à l'éteindre. C'est bête. Hein. Allez, stop. Ben, j'ai baissé le son. Ça continue à sonner, je ne sais pas l'éteindre. Je ne sais pas m'en servir. Bon, voilà. Oui, alors il a ce diable, et ben, ce diable, ça lui a donné sa puissance, un charisme formidable. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, écoutez ses intérêts. Oh ben c'est pas possible, maintenant il essaye l'autre téléphone. Bon. C'est peut-être important. Ben, c'est mon fils. Et pour tout vous dire, il doit vouloir me souhaiter mon anniversaire. Bon anniversaire! Bon anniversaire. Donc, je pense que c'est ça. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Catherine. Oh, bon anniversaire. Bon. Que ne le disais-tu? Hein? Et ben voilà. Enfin, ça ne change rien. Hein. Non. Non. Et puis aussi, alors donc je vous disais, même si vous ne comprenez pas l'anglais, écoutez-le. Il a une voix magnifique. Il a une voix de baryton, un rythme, une voix extrêmement agréable. Et puis alors, quand on l'interviewe, il rit. Il a un magnifique rire. Il rit comme un enfant. Il est délicieux. Juste le son de sa voix et puis son rire. Il est vraiment extrêmement plaisant et du coup très charismatique. Vous voyez, alors, c'est ce diable aussi qu'il a là. Le pouvoir de fascination. Et il est très plaisant à entendre. C'est dommage, il aurait presque fallu avoir un petit enregistrement de sa voix, voire de son rire, parce que tu en as parlé plusieurs fois de son rire. Oui, mais je n'arrive pas, alors là je suis dépassée par la technique, je n'arrive pas à mettre une vidéo sur le PowerPoint. Ça ne marche pas. Pour Eva Perón, j'avais préparé Don't Cry for Me Argentina de Madonna. Je l'avais mis, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas le son. L'autre fois, qu'est-ce que j'ai mis? Ça ne marchait pas non plus. Vous n'aviez pas le son. Donc, je ne sais pas le faire. Et alors, donc, je vous envoie à écouter vous-même un interview et vous allez l'entendre rire. Mais je sais bien que j'aurais dû le mettre. Comme dit Karine, ça donne envie de prolonger la découverte, quoi. Eh bien, c'est ça. Oui. Vous tapez Clarence Thomas vidéo et il y en a plein. Il y a plein de vidéos. Il a écrit Created Equal, donc créé égaux. Il y a un film qui s'appelle Clarence Thomas selon ses propres mots. Voyez, et puis beaucoup d'interviews.
il est invité évidemment aux remises. Ah ben c'était Rowling l'autre fois. Rowling, je voulais vous faire entendre Rowling. Oui. Bon, eh ben on n'a encore pas pu parce que j'y arrive pas, ça rend rien. Mais pareil, elle était allée à une remise de diplôme à Harvard, si vous vous souvenez. Oui. Bon, ben, lui aussi, il est invité à des remises de diplôme. Et là, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, oui, alors ça fait beaucoup de discours. Voilà, ça fait beaucoup de discours qui sont enregistrés et ils sont sur YouTube pour que vous puissiez l'entendre, entendre sa voix. Vous comprenez? Écoute, arrête de sonner, je suis en Zoom, je te rappelle après. D'accord? Ouais, allez, bise. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Oh, Il va se ça y est, enlever. il a compris. Il essayait tous les téléphones de la maison. Oh, ben vraiment. Ah ben, ça fait plaisir. Le pauvre, le pauvre. Moi, les miens, ils appellent, si je ne réponds pas, ils se disent, je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Hein. Et ils sont bien contents. Non, mais là, si ça se trouve, c'est même pas pour mon anniversaire. Si ça se trouve, il a oublié, c'est pour me dire un pépin, parce qu'en général, quand il appelle, c'est qu'il y a un pépin. On va voir. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien mon personnage. Bon, je ne le connais pas, puis je ne vis pas en Amérique, mais je le trouve très attachant, surtout quand on l'écoute. Et comment ça t'est venu, cette idée C'est ma fille, parce que j'ai un gendre qui enseigne le droit américain. Donc, elle m'a dit, j'ai un personnage pour toi. Du coup, voilà, vous avez le personnage. Mais avant, je ne le connaissais pas. Et du coup, j'ai écouté ses films et ses interviews. Et puis, j'ai regardé. Enfin, voilà, j'ai fait comme ce soir, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait du potentiel. C'est vrai. Et puis, maintenant que vous le connaissez, on en entend très rarement parler, nous, ça, c'est vrai. Mais quand on connaît un truc, du coup, on le reconnaît. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Quelqu'un qu'on ne connaissait pas, ah, tiens, oui, ah, bah oui, j'en ai entendu parler. Bah, vous en entendrez sans doute parler. Ou si on vous montre les 9 juges, s'il y a une émission, eh ben vous allez le repérer forcément. Vous voyez? Voilà. Alors, même Trump, il est encore plus à droite que Trump, pour vous dire. Oui. Et on pourrait croire qu'il était comme Obama, etc. Mais pas du tout, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ça qui est très curieux. Il n'était pas du tout dans les mêmes idées qu'Obama. C'est pas les mêmes tempéraments. Ce n'est pas les mêmes idées politiques. Oui. Mais je crois que c'est parce que quand on l'écoute parler, on se dit oui, finalement, bon, ça, il pense ce qu'il pense, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas complètement faux. D'être un noir qui attend tout des blancs, donc ils sont comme des mendiants. Et donc leur fierté d'homme est ternie, forcément. Voilà. Alors il est caricaturé aussi beaucoup. Et il dit, mais vous ne me connaissez pas, vous n'écoutez pas. Mais il est très critiqué, très caricaturé, moqué, tout ce qu'on voudra. Mais il dit, vous n'avez pas écouté mes discours, vous n'écoutez pas ce que je dis. Et ce sont des journalistes qui disent des bêtises, qui ricanent les uns derrière les autres, sans même approfondir la question, ni écouter les arrêts qu'ils donnent à la Cour suprême, par exemple. Je fais un parallèle avec les femmes, quoi. Je dis quelquefois, les femmes, quand elles disent certaines choses ou quand elles sont à certains postes, on va plus regarder la façon dont elles sont habillées que le contenu de ce qu'elles disent, quoi. Il y a une espèce de racisme, entre guillemets, de sexué, et je trouve tout aussi déplacé, quoi, vous voyez. Oui. Oui. Ben oui, c'est un peu pareil. Oui. Je ne sais plus à un moment où quel journaliste demandait à une artiste si les habits, etc. Et l'artiste, la femme, lui avait répondu, est-ce que vous auriez posé cette question à un homme? Voilà. Là, je pense que Clarence Thomas aurait pu dire, est-ce que vous auriez posé cette question si j'avais été blanc? Ben, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Voilà. Oui, quand on lui dit qu'est-ce que ça fait d'être un noir à la Cour suprême, et il dit mais ça fait quoi d'être un blanc à la Cour suprême? Oui. Après, moi je trouve que c'est l'égalité foncière en fait. Mais oui. Voilà, exactement. Après, moi je trouve quand même que alors c'est bien ce qu'il défend, mais en même temps, ce soir, si on parle de lui, c'est quand même un peu parce qu'il est noir.
Et puis, est-ce qu'il a eu un parcours quand même assez atypique? Il part de loin quand même. Hein, voilà. Et puis, il a une place un peu particulière. Ce que je veux dire, c'est que lui, ce qu'il considère comme étant quelque chose dont il veut se débarrasser, en réalité, pour moi, ça représente une force. C'est ces trois forces. Ah oui, c'est une force. Et franchement, c'est dommage qu'il ne l'accepte pas ou qu'il ne l'utilise pas parce qu'il pourrait gagner encore plus en ampleur avec ça. Non, il ne veut pas s'en débarrasser, mais simplement, il ne veut pas qu'on dise il a un diplôme de Yale parce qu'il est noir. Oui, il veut Du pas coup, c'est un qu'on diplôme au minimise rabais. son diplôme. Voilà. Voilà. Ben C'est comme justement, par rapport à ce les que vous enfants venez de des dire, banlieues qui arrivent à Sciences Po et on leur dit tu es à Sciences Po parce que tu viens des Maguettes. Et non, ils Oui, n'ont pas envie d'entendre ça. oui. Ils ont envie de dire je suis à Sciences Po parce que je mérite Sciences Po. Ce n'est pas parce Voilà. que je viens des Maguettes. Or, ils sont là parce qu'ils viennent des Maguettes. Bon, pour toutes sortes de raisons. Mais en fait, c'est le système qui est complètement, Et c'est ça. qui est Mais complètement ce diplôme raciste. de Yale, il ne trouvait pas de boulot. Personne n'en voulait. Donc, ce soir, on parle de lui parce que je suis désolée, parce qu'il est noir, pas parce qu'il est un bon juge. Et c'est ça c'est vrai, c'est puisque c'est lui que j'ai choisi. Et Mais c'est parce qu'aussi, il a écrit des livres. On ne parle pas de lui pour ses qualités. Tu as raison. Mais les autres aussi, il y a des tas d'interviews sur les autres juges. Oui, parce qu'ils sont que non, 9. je ne connais pas les autres. Mais... Par contre, je trouve qu'en regardant l'étoile, avec ces deux ermites, en haut en poste 9 et poste 17, on ressent peut-être un puits de science, mais seul, isolé, seul. Ah oui, oui, c'est vrai. Complètement. Oui. Il est seul. Oui. D'ailleurs, il le dit. Et il va pas, bon, évidemment, il a une vie mondaine importante, mais il se lève très tôt. Il se lève à 4h30 du matin, donc il ne peut pas se coucher tard. Du coup, il s'en va très vite quand évidemment, il a des obligations de soirée, de tout ça, mais il s'en va, il est le premier à partir très très tôt pour se lever à 4h du matin. 4h30, il est debout à 4h30. Et puis il part en vacances dans son camping-car de façon très, quand même un peu camping, quoi, pépère. Oui, très simple. C'est très Sagittaire, hein, c'est très Jupiter, le camping-car, on voyage, on bouge, on oui, mais il est seul. Comme disait Daniel, il est avec sa femme, ils sont tous seuls. Il a vu deux, là, il est seul. Il n'y a que lui pour faire ça, hein, parce que les autres, ils vont en Europe, ils vont dans des résidences de luxe et compagnie, mais parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, un juge. Il est très riche. Mais il a des vacances très simples. Et c'était intéressant, Catherine, quand tu disais il est enfermé dans son camping-car. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à cette maison Dieu au poste 2. Et est-ce que inconsciemment, ça ne serait pas une manière, comment dire, de revivre un enfermement? Oui, mais c'est le cancer aussi, le signe du cancer. Oui, exactement. L'utérus, oui. Oui. Tout à fait. Il adore prendre des bains. Et ben, les gens du cancer, ils aiment prendre des bains pour retrouver le liquide amniotique. Ils mettent tout de suite une petite barrière autour du terrain pour avoir leur limite, un espace sécurisé. Et ben, dans son camping-car, il a son petit espace bien délimité, assez petit malgré tout. Et puis, ils sont à l'abri là-dedans. Ah oui, enfin, s'il m'entendait, il ne serait pas content. Tu devrais peut-être arrêter l'enregistrement parce que... Oui, pourquoi pas. C'est le moment. Pourquoi pas. C'est simplement, voilà. On aime les espaces clos quand on est du cancer. Bon, les espaces clos dans son camping-car. Enfin, il fait le tour de l'Amérique, il est content. Il rencontre des gens, alors son bonheur. Alors, un gars lui dit, un Pékin, quoi, un pêcheur de je ne sais pas où, lui dit, ah oui, toi, tu viens d'où, tout ça? Ah, il dit, ben, moi, j'arrive de l'Est. Ah ouais, et tu fais quoi dans l'Est? Oh, ben, je travaille dans le droit. Ah bon, ben, moi, je suis garagiste. Et puis, il est très heureux, comme ça, d'avoir trouvé un copain, comme on fait copain, oui, quand on pêche, etc. Et puis, il se moque un peu de lui-même. Il dit, voilà, le mec, le vrai, le tatoué, le musclé, sort du camping-car, un coup de pied dans le pneu pour montrer que c'est du bon. Et hop, et on continue. Il est resté extrêmement simple. Quoique, ça coûte très cher quand même, un camping-car. Mais bon. Oui, parce que je suppose qu'il doit en avoir un beau quand même. Il est très gros. C'est un autocar. Son camping-car, c'est un gros comme un car, puisqu'il emmène tous ses stagiaires là-dedans, à Gettysburg, sur les lieux de la guerre civile. Il y a eu les batailles.
pour leur montrer quels bons juristes ils devront devenir en l'honneur de Lincoln et des morts sur les champs de bataille de Gettysburg. Il les materne. On retrouve le côté cancer, le côté patriote aussi. Hein. Oui, Ah oui. Ah oui. Puis alors il dit, moi, I love America. Il dit ça, I love America. Il adore son pays. On dit, comme, je me suis dit, oui, voilà, avec ton nœud nord sur la pointe de 4, ce cancer, cette lune à l'ascendant, forcément, il dit, où que j'aille, qu'est-ce que je suis content de rentrer. I love America. Il dit ça, il est émerveillé encore de son pays. Il aime rentrer, son pays qui a quand même joué des tours, hein, l'esclavage et compagnie, mais enfin, il est heureux de rentrer. Ça correspond peut-être aussi à la mère qu'il n'a pas connue. S'il a connu sa mère. Beaucoup, jusqu'à quel âge? Alors, il n'en parle pas. Elle l'a mis chez le grand-père vers 4-6 ans par là. Eh bien oui, mais je veux dire, quand tu vois plus ta mère à partir de 4-6 ans, c'est peut-être ça aussi, la patrie, enfin, la nation, c'est la patrie, c'est la mère, dans tous les sens. Oui, à sa place. Mais il avait sa grand-mère. Hein. Il y avait la grand-mère, il y avait le grand-père et la grand-mère. Il y avait la grand-mère aussi. Oui. Et quand il est entré, la première chose que le grand-père a dit, c'est « Votre grand-mère a toujours raison ». Donc, et c'était à l'ancienne, hein, ils n'avaient pas le droit d'ouvrir la bouche à table, ni de le contredire, ni rien du tout. Hein. C'était un peu dur. C'est quand même vrai que c'est pertinent la remarque de Daniel, parce que cette lune conjointe à l'ascendant, quand même, la présence de la mère, oui. Hein, même si on n'en parle pas, même si le grand-père il avait quand même une espèce de force et puissance, l'absence de la mère a sûrement dû être déterminante quelque part. Oui, c'est en scorpion. Hein, alors, il n'en parle jamais. J'ai cherché. Bon, à vrai dire, je n'ai pas lu tous ses livres, hein, mais je n'ai pas eu le temps de les commander, mais il n'en parle jamais. Il parle toujours que de son grand-père, de son frère. Et alors, souvent, les sujets sensibles sont des sujets dont on ne parle pas. En plus, les cas facilement la larme à l'œil, surtout en ce qui concerne la famille, j'imagine qu'il commence à parler de sa mère, c'est les chutes du Niagara. Le torrent, les chutes du Niagara. Oui. Donc, mais en même temps, j'imagine que la blessure est profonde quelque part, parce que c'est un manque fondamental. Alors, je me dis qu'il devait être brouillé. Le grand-père et la mère devaient être brouillés, parce que la mère, elle habitait à quelques pâtés de maison. Et le père le grand-père les a laissés dans une merde pareille. Enfin, ils étaient dans une extrême pauvreté. Et le grand-père qui était un peu mieux loti, puisqu'il avait quand même un business, hein, il était livreur avec son camion, il avait une maison avec l'eau courante, enfin il était mieux sorti, apparemment il n'aidait pas sa fille, je ne sais pas. Et ça m'a l'air assez curieux et je n'ai pas trouvé de réponse. Et il n'en parle pas. Et les journalistes ne lui posent pas de questions, parce qu'il y a énormément d'interviews, on lui demande de parler de son enfance, il en parle vraiment volontiers tout le temps. Son héros, c'est ce grand-père, l'émerveillement de voir l'eau courante au robinet. Ils n'arrêtaient pas de faire tourner les robinets, les deux frères. Alors, je ne sais pas pourquoi la mère, il n'en parle plus. Et comment c'est possible que le père, enfin, j'imagine que c'est ça, enfin, que ce soit sa belle-fille ou sa fille, il ne l'ait pas accueilli aussi. Ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ça me paraît curieux. Parce qu'elle était dans la panade. Elle gagnait $10 la semaine. Donc, bon, évidemment, il y a l'inflation, mais malgré tout, c'est qu'il est né en 48, il n'est pas né au XVIIIe siècle. Hein. $10 la semaine. Et elle ne pouvait pas les nourrir avec ça. Donc, elle leur a fait un cabas, chacun son cabas, ils avaient toutes leurs affaires là-dedans, ils n'avaient rien d'autre, et elle les a déposés devant chez le grand-père. C'est assez curieux. Il faudrait que je fouille plus, que je lise plus, que je cherche ce qui s'est passé. Mais par contre, alors chez eux, il y a des films et on voit sa femme blanche, Jenny, qui vient du Nebraska, elle a été extrêmement bien accueillie à Savannah quand il retournait en Géorgie. Ils ont bien accueilli Jenny, sa femme.
Et on n'a pas beaucoup Donc, d'infos il a sur eu sa deux première femmes. femme. C'est ça? Non. C'est ça, je ne comprends pas bien là. Il a deux femmes. Il a Oui, eu deux femmes. de Il s'est mariage. marié. Il s'est marié quand il était étudiant avec une femme noire qu'il avait rencontrée à l'école. Il a eu un fils. Son fils, si j'ai bien compris, il est dans le... Enfin, je l'ai retrouvé, mais est-ce que c'est bien lui? Il est dans la musique, apparemment. Il travaille dans la musique. Il a un fils. Et après, il a divorcé d'elle et il a rencontré Ginny. D'accord. Il a rencontré celle-ci. Et depuis, ça fait 30... En 82, il l'a épousée, je crois. Donc, ça fait presque 40 ans qu'il vit avec elle. Et sans enfant. Il ne voulait pas d'enfant. Ah, il ne voulait pas d'enfant blanc? Avec elle, non. Et il a dit qu'il avait trop de travail à la Cour suprême. Ah oui. Et elle a fait ce gros sacrifice. Elle dit que ça a été très difficile, mais elle a accepté ce sacrifice. Et ensuite, ils ont adopté le neveu à lui. Un garçon noir, je ne sais pas le fils de qui, ils l'ont adopté. Parce qu'il tournait mal dans le Sud. Et Donc, quelque part, il a reproduit le schéma du grand-père, en le sens où il a Oui, recueilli un enfant oui, oui, malheureux. oui, 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 c'est ça. Oui, 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 oui. Alors, on peut se dire aussi, c'est quelle blessure de refuser d'avoir un enfant, d'avoir un Oui. fils. Oui, il y a quelque chose là. Ouais. Oui, exactement, oui. Oui. Parce qu'il Parce en que a c'était un. avec une femme blanche? Non, c'est lui, apparemment. Ah oui. Oui, non, non, mais je veux dire, est-ce qu'il ne voulait pas un Ah ben, fils je ne sais pas. qui Il l'a aurait dit, été, oui, je ne sais pas. Il a dit que c'était parce qu'il avait trop de travail et qu'il ne pourrait pas s'en occuper bien. Ah Il oui. pourrait pas. Bon. Ah oui. Pas faire comme ses parents, quoi. Ah, peut-être. En gros. Oui, mais enfin, il a d'autres moyens que ses parents. Oui, parce que là, il avait de l'argent à cette époque-là. Ah oui, Oui. oui, puis elle aussi. Elle Ben, est diplômée de l'université du Nebraska. Et non, ils en sont bien sortis. Hein. mais C'est je pas une pense que question c'est surtout un financière. prétexte. C'est vraiment un Exactement. prétexte. Un prétexte. Mais bien sûr. Donc, elle a fait le sacrifice et puis on la voit dans un interview. Elle l'interviewe pour une télévision. C'est elle qui joue la journaliste, elle lui pose des questions. Bon, puis alors, elle a son petit chien dans les bras. La pauvre, elle n'a plus que son petit chien dans les bras, quoi. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Mais enfin, dans le Sud, C'est un caniche noir. La fille, c'est un caniche noir. Non, c'est un petit chien beige, pour tout dire. D'accord. Café au lait. C'est un petit chien. Elle se cramponne à son petit chien. Souvent, ça sert de bébé, un petit chien. Voilà. On extrapole, on extrapole. Bien, mais écoutez, on va peut-être pouvoir déjà au moins conclure là-dessus et déjà arrêter l'enregistrement. Voilà. Ah bah oui, quand même, je croyais que c'était arrêté, oui. Ah non, 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 non. Là, on referme la parenthèse, donc on va peut-être prolonger ces échanges, mais pour l'instant, je pense que la partie enregistrement, on peut la conclure. On peut, avec les âneries qu'on vient de dire. Eh bien, il n'y avait pas que des âneries, loin de là. Et donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine qui aura lieu le 16 novembre. Mais vous ne les marquez plus à la date? Vous les marquez plus, ça? Le 16 novembre. Le 16 novembre. C'est pas marqué. Alors, j'attends le aussi. Alors là, pour le dernier, non, c'est pas marqué. J'étais parti quelques jours. Je vais couper l'enregistrement d'abord. Voilà. Non, laisse l'enregistrement. Explique pourquoi ça y est pas sur l'AFDAF. Laisse l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on va parler de ma vie privée, je préfère pas. Voilà. Ah, d'accord. À bientôt. Voilà, donc je coupe. Voilà.